Minuit sonne sur la côte ouest. Émergeant des brumes californiennes, une immense demeure biscornue se dresse. Des marches qui meurent dans le vide. Des portes béantes sur des murs pleins. Des vitraux qui s'épient aveuglément. Un labyrinthe tissé de bois et de verre. Voici la sombre épopée de la bâtisse la plus hantée du continent américain. Le manoir Winchester. De loin, l'illusion est parfaite, presque majestueuse. Un château sorti d'un conte de fées, couronné de tourelles, ceinturé de vérandas et paré de vitraux chatoyants. Pourtant, une fois le seuil franchi, un malaise poisseux suinte des couloirs. À chaque foulée, l'impression tenace d'être épié vous glace le sang. Chaque clou de cette prison fut planté sous l'ordre d'une âme persuadée que l'arrêt des travaux signerait son arrêt de mort. Voici Sarah Winchester, celle qui partagea la vie de l'homme ayant bâti un empire de poudre et d'acier, l'inventeur de la célèbre carabine de la conquête de l'Ouest. Sa richesse était entachée du sang de dizaines de milliers d'âmes fauchées par ses canons. Persuadée par des médiums que les spectres des victimes réclamaient vengeance, elle érigea cette forteresse de bois comme un bouclier contre l'au-delà. 24 heures sur 24, 38 années durant, sans la moindre esquisse d'architecte, guidée par la seule terreur. Des pièces entières furent condamnées à tout jamais, plongées dans un oubli définitif. Des boyaux dissimulés que les domestiques terrifiés n'osaient traverser sans escorte. Des invités jurant avoir perçu des pas fantômes dans les corridors déserts et des murmures susurrant leur propre nom. Cette riche héritière n'était-elle qu'une âme égarée, prisonnière des abîmes de son propre deuil, ou bien détenait-elle un secret inavouable sur ce domaine? Une vérité si effroyable que nous refusons encore de l'admettre aujourd'hui. Si vous appréciez ces plongées fascinantes dans l'architecture de l'âge d'or américain et les lignées qui l'ont façonné, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à me souffler dans l'espace commentaire notre prochaine destination. C'est grâce à votre fidélité que ces récits minutieux prennent vie. Chapitre 1. Celle qui s'évapora dans sa propre demeure. Les ouvriers sentaient bien que la situation n'avait rien d'anormal. Aube après aube, ils franchissaient le portail de cet immense domaine tentaculaire de San José, en plein cœur de la Californie. Ils empoignaient leurs outils et consultaient leurs directives, du moins les rares jours où on daignait leur en fournir. Alors, ils façonnaient des volets de marche, des couloirs, des dortoirs, des salles d'eau. Des ailes flambant neuves sortaient de terre en l'espace de quelques semaines à peine. Mais ils ne croisaient pour ainsi dire jamais la bienfaitrice qui remplissait leurs poches. La maîtresse des lieux demeurait un spectre dans sa propre maison. Elle glissait d'une pièce à l'autre telle une ombre furtive, abandonnant ses ordres griffonnés sur des bouts de papier et faisant remettre leurs gages aux travailleurs par l'intermédiaire de ses valets. Ces croquis, tracés à la hâte sur des morceaux de parchemin, défiaient toute logique de construction. Une porte mesurant plus de 2 mètres de haut, un escalier dont les marches atteignaient à peine 5 cm, ou encore une lucarne incrustée à même le plancher. Les artisans se gardaient bien de lui demander des comptes. Le chantier offrait une sécurité inespérée. L'argent tombait avec une régularité de métronome. Et en cette décennie 1890, marquée par la panique financière et l'angoisse du lendemain, c'était tout ce qui comptait. Toutefois, les rumeurs allaient bon train sur les échafaudages. On chuchotait qu'à l'heure des sorcières, elle invoquait les esprits dans un cabinet orné de 13 crochets macabres. La légende prétendait qu'elle faisait tinter une cloche aux 12 coups de minuit pour convier les défunts, puis une seconde fois à 2 heures du matin afin de les chasser. Les commérages affirmaient qu'elle se croyait traquée par les âmes errantes de tous ceux qui avaient péri sous le feu des fameuses carabines de la famille. Son unique rempart pour les désorienter et les condamner à une errance perpétuelle consistait, disait-on, à étendre le manoir sans le moindre répit. Certains la croyaient définitivement sombrée dans la folie. D'autres lui prêtaient une intelligence machiavélique. Les plus perspicaces soupçonnaient un subtil mélange des deux. Seule une certitude demeure. La jeune veuve s'est retrouvée à la tête d'un pactole monumental, l'équivalent d'un demi-milliard de dollars, selon nos standards actuels. Un trésor qu'elle a dilapidé pour forger un édifice défiant la raison. Un monstre de bois qui s'est étiré, tordu et replié sur ses propres entrailles durant près de 40 années. Au crépuscule de sa vie,
Cette bâtisse s'était érigée comme l'une des anomalies architecturales les plus fascinantes de l'histoire des États-Unis. Le fracas du chantier ne s'éteignait jamais. Sous le soleil de plomb de la côte ouest, les équipes de jour sciaient et cognaient sans relâche. À la lueur des lampes à huile, la relève nocturne prenait le relais, le vacarme de leurs outils rebondissant à travers les vergers environnants. Le voisinage jurait que les coups de marteau résonnaient à toute heure du jour et de la nuit. Certains y entendaient la cadence frénétique d'un cœur qui bat. Quant à la maîtresse des lieux, on murmurait qu'elle ne fermait l'œil qu'une poignée d'heures par nuit. Ses employés de maison racontaient comment elle errait à tâtons dans l'obscurité des galeries, inspectant chaque alcôve, tâtant les verrous, tendant l'oreille. Mais qu'espérait-elle donc entendre? Le mystère restait entier. Peut-être guettait-elle une démarche étrangère, ou bien des chuchotements, à moins que ce ne soit ce silence lourd, étouffant, qui précède la tempête. Le manoir se mua en un dédale inextricable. 160 pièces à son apogée, 40 volets d'escalier, 10 000 lucarnes, 2000 portails. Si certains couloirs desservaient des espaces familiers, d'autres plongeaient dans le vide. Un placard profond de 8 petits centimètres, un conduit de cheminée décapité avant même d'atteindre la toiture. À l'étage, une ouverture béante précipitait le visiteur imprudent dans une chute de près de 5 mètres, directement dans les plates-bandes du jardin. Les rares invités qui osaient encore s'y aventurer au fil du temps ressortaient tous avec la même certitude viscérale. Cette maison était gangrenée. Il ne s'agissait pas des banales histoires de spectres agitant des chaînes. C'était une anomalie profonde. La sensation vertigineuse de déambuler au cœur des hallucinations d'un malade fiévreux. Des coursives qui tournaient en rond. Des cloisons qui semblaient se mouvoir dès qu'on détournait le regard. Et malgré tout, la folie bâtisseuse de la matriarche ne faiblissait pas. Elle maintenait ses escouades au labeur, nourrissant l'expansion inexorable de la bête de bois, refusant obstinément de livrer le moindre de ses secrets. Pour percer le mystère de cette obsession, il faut rebrousser chemin jusqu'à New Haven, dans le Connecticut. Remonter le temps jusqu'à cette jeune mariée qui s'allia à l'une des dynasties les plus opulentes et les plus sulfureuses du continent. Revenir à cette fameuse arme à feu par laquelle tout a commencé. Un retour aux origines. Chapitre 2. L'acier qui forgea un empire. Aux premiers abords, le fusil Winchester n'avait l'air de rien. Une architecture sommaire, actionnée par un simple levier. Une crosse sculptée dans le bois, un canon forgé dans l'acier. Et surtout, ce mécanisme ingénieux capable d'enchaîner les tirs à une cadence inédite pour l'époque. Mais cette fulgurance a bouleversé l'histoire. Avant l'avènement de cette arme, le pionnier comme le soldat devaient figer leurs gestes, jongler maladroitement avec la poudre et la balle de plomb, pour n'armer qu'un seul projectile à la fois. Cette carabine offrait la cadence infernale d'un feu ininterrompu. Sur certaines versions, le canon crachait jusqu'à 15 balles d'affilée. Sans même abaisser la crosse de l'épaule, un homme pouvait balayer une pièce, repousser un assaut sanglant ou abattre sa proie. La propagande commerciale fut d'une cruauté magistrale, couronnant l'outil comme l'artisan de la conquête de l'Ouest. Les affiches exaltaient des figures de vachers et d'explorateurs, fiers et sauvages, serrant fermement l'acier entre leurs doigts. L'objet s'est mué en emblème de la marche impériale américaine, de cette destinée manifeste et de la modernité. Mais il est surtout devenu l'allégorie de la grande faucheuse. Les nations autochtones ont vu leurs espoirs fauchés par la répétition mécanique de ces armes, brandies par les cavaliers de l'armée fédérale. Des troupeaux colossaux de bisons, 60 millions d'âmes à l'origine, furent acculés au bord de l'anéantissement. Sous les tirs de braconniers de métier équipés de ces mêmes fusils, ils tombèrent par milliers. Que ce soit dans les tumultes de la guerre de sécession ou les querelles de territoire, les bandits de grand chemin comme les représentants de l'ordre ne juraient que par elle. Le fusil s'était infiltré dans chaque recoin de la société. Et dans son sillage, les cadavres s'amoncelaient. Pendant ce temps, l'entreprise d'armement amassa un véritable empire financier. À l'aube des années 1860, le patriarche fondateur figurait parmi les fortunes les plus vertigineuses du continent. C'est son héritier, William Wirt Winchester, qui reprit les rênes
et unit son destin à celui de Sarah Lockwood Pardee en 1862. La jeune mariée venait à peine de célébrer son 23e printemps. De stature menue, ne dépassant guère 1,50 m, elle portait une chevelure d'ébène et un regard empreint d'une profonde gravité. Ses racines plongeaient dans la noblesse bourgeoise du Connecticut. D'une grande érudition, maîtrisant plusieurs idiomes et virtuose du clavier, ses intimes dépeignaient une âme introspective, d'une timidité touchante et animée par une foi inébranlable. Par cette alliance, elle pénétrait un univers d'opulence dépassant l'entendement. La résidence familiale, érigée à New Haven, brillait par sa majesté sans jamais sombrer dans l'ostentation. Entre les banquets mondains et les œuvres de bienfaisance, le couple se pliait au rituel de ces nouveaux riches désespérés de se faire adouber par l'aristocratie traditionnelle. Sarah endossa son costume avec grâce, incarnant l'épouse discrète et vertueuse, la belle-fille dont le maintien forçait le respect. Pourtant, une ombre écrasante planait sur cette vie dorée. L'ombre de la carabine s'invitait systématiquement dans les murmures des salons. La soie de ses robes, l'éclat des lustres en cristal, jusqu'au salaire du moindre domestique, tout ce luxe puisait sa sève à une source unique, un instrument usiné pour faucher la vie avec une froide perfection. Jamais elle ne livra publiquement les tourments de sa conscience. Mais dans le secret des alcôves, ses confidents murmuraient son profond malaise face à cet héritage. On raconte qu'elle s'interrogeait sans cesse, déchirée par ce paradoxe insoutenable, savourait l'abondance d'un empire cimenté par le sang. Puis, le ballet macabre des deuils s'amorça. En 1866, la jeune femme mit au monde une petite fille, baptisée Annie Pardee Winchester. Un nourrisson plein de vigueur, aux yeux étincelants de vie, héritant de la frêle délicatesse maternelle. La mère déversa sur cet enfant des océans de tendresse, espérant forger un horizon lavé des péchés d'antan. Mais la flamme d'Annie s'éteignit au bout de 6 courtes semaines. Le mal qui l'emporta, une forme cruelle de dépérissement, découlait sans doute d'une sous-alimentation ou d'une intolérance fatale au lait maternel. Les médecins assistèrent, impuissants, à l'inéluctable. Serrant contre son sein ce petit corps qui s'évaporait, elle plongea dans un gouffre de désespoir absolu et se mura dans la solitude. Les soirées mondaines devinrent un lointain souvenir, tout comme les mélodies de son piano. Pendant des lunes entières, le son de sa voix déserta la maison. Et malgré les vaines tentatives de son époux pour panser ses plaies, ce deuil se dressa entre eux, tel un spectre infranchissable. Leurs espoirs de descendance furent balayés à jamais. 15 longues années s'écoulèrent avant qu'en 1881, le mal blanc de la tuberculose ne vienne frapper William à son tour. Le mal le rongea à petit feu. Il crachait le sang, se consumait physiquement, s'effaçant lentement entre les murs de cette même demeure fastueuse qui avait jadis résonné des rires de leurs convives. Devenue garde-malade de son propre amour, elle assista, impuissante, à son agonie finale. À 43 ans, la voilà livrée à elle-même, veuve, sans héritier, détentrice absolue d'un trésor de guerre bâti sur l'autel de 50 000 cadavres. Chapitre 3. Les murmures de l'au-delà. Le sommeil l'avait désertée. Nuit après nuit, captive de la bâtisse de New Haven, elle errait, les yeux grands ouverts, dans des espaces devenus immenses et vertigineusement vides. Le mutisme des lieux l'oppressait comme une enclume. Le moindre gémissement du plancher prenait la cadence de pas invisibles marchant dans son sillage. Les bourrasques frappant les vitraux résonnaient comme les assauts d'une présence cherchant à forcer son sanctuaire. L'entourage s'alarmait, la fratrie tentait désespérément de lui tendre la main. Mais un chagrin d'une telle noirceur reste sourd aux consolations d'usage et aux recommandations pleines de bonnes intentions. Engloutie par les flots de la détresse, elle se raccrochait à n'importe quelle bouée, cherchant avidement la raison pour laquelle le ciel l'avait ainsi dépouillée. C'est dans ce gouffre que le spiritisme fit son apparition. Durant les années 1880, l'Amérique entière nourrissait une fascination morbide pour l'outre-tombe. Les incantations spirites résonnaient dans les boudoirs de tout le pays. Les clairvoyants juraient pouvoir déchirer le voile des ténèbres pour en extraire des murmures, des oracles,
l'intime conviction que le trépas n'était qu'un passage. Un mélange troublant de baume apaisant, de théâtre de foire et d'espérance aveugle, savamment déguisé en liturgie sacrée. Pour des esprits cartésiens et pieux, mais brisés par les tragédies, à l'image de Sarah, cette mouvance occulte promettait ce que la doctrine chrétienne échouait à fournir. Elle brandissait l'illusion d'une reconnexion, de vérité révélée, et le miracle d'écouter, ne serait-ce qu'un bref instant, le timbre envolé de son enfant. Les annales de l'époque se contredisent sur les circonstances exactes. Certaines langues affirment qu'une proche l'aurait traîné dans l'antre d'un devin bostonnais. D'autres rumeurs placent la scène à New Haven même. D'aucuns assurent qu'elle entreprit la quête de son propre chef, s'échappant à la nuit tombée, terrifiée à l'idée que les siens mesurent l'abîme de sa folie naissante. Mais au carrefour de toutes ces légendes, une vérité demeure inébranlable. L'oracle lui annonça qu'un sortilège la frappait. Une malédiction qui n'émanait ni de la colère divine, ni des hasards du destin, mais du souffle rancunier de toutes les victimes fauchées par les fusils familiaux. Par milliers, par dizaines de milliers. Des peuples des plaines aux régiments armés, des pionniers aux trappeurs de l'Ouest, une légion d'ombre tourmentée, brûlante de colère, convergeant inexorablement vers la lignée qui s'était engraissée sur leur charnier. Selon les rumeurs, la spirite aurait fait une révélation glaçante à Sarah. Les entités de l'au-delà avaient déjà arraché à ce monde son mari et son enfant. Son propre destin serait scellé de la même manière, à moins de trouver une offrande capable d'étancher leur soif de vengeance. L'injonction était claire. Fuir vers le soleil couchant à des lieues de New Haven. Là-bas, il lui faudrait acquérir un domaine et ériger des murs sans jamais s'accorder de répit. L'astuce résidait dans le chaos. Tant que l'édifice resterait inachevé, le labyrinthe architectural égarerait ses poursuivants spectraux. Condamnés à une errance stérile, ses âmes ne pourraient l'atteindre. Mais que le bruit des marteaux cesse, l'avait prévenu la voyante, et la faucheuse viendrait l'accueillir un instant d'après. N'importe quel esprit rationnel aurait balayé ces inepties d'un revers de main, y voyant l'opportunisme d'un escroc face à une veuve éplorée. Cependant, la jeune femme, elle, prit la chose au sérieux. Elle buvait ses paroles. Qu'elle ait été intimement convaincue par cette prophétie, ou qu'elle y ait simplement trouvé une bouée de sauvetage pour noyer son chagrin dans l'action, l'aboutissement demeura inchangé. Sa résolution était prise. Lors de l'année 1884, la majestueuse propriété de New Haven fut cédée. Tournant définitivement la page sur son existence passée, elle rassembla ses quelques effets personnels et s'installa dans un wagon en partance pour l'Ouest lointain. Quasiment aucun de ses proches ne fut mis dans la confidence de son itinéraire. Elle s'évanouit tout bonnement dans la nature, sillonnant une nation entière au gré des immenses étendues agricoles et des plaines sauvages. Son périple franchit des reliefs escarpés et des terres arides pour finalement s'échouer en Californie, là où s'achevait le monde connu. Ce point de rupture absolue, où le continent américain s'incline face à l'océan. C'est au cœur de San José, noyé dans la brume matinale et les arbres fruitiers, que son regard s'arrêta sur une exploitation agricole à l'abandon. Une modeste bâtisse en bois sur 2 niveaux, comprenant 8 pièces. Une architecture banale en apparence, dominant humblement un domaine de 40 arpents de verdure. L'acte de vente signé, une armada d'artisans fut immédiatement réquisitionnée. Le balai des outils s'ouvrit en 1886 pour ne s'éteindre que 38 années plus tard, dans un mouvement perpétuel. Chapitre 4. Le manoir insomniaque. Dès les premières lueurs de l'aube, le fracas des outils résonnait déjà. Les ouvriers du bois se présentaient sur le domaine californien, accueillis par les directives du jour. Il s'agissait par moments de simples ébauches griffonnées à la hâte sur des morceaux de parchemin brut. D'autres jours, le contremaître en chef se contentait de relayer quelques directives orales. Il arrivait même que toute logique disparaisse, remplacée par l'ordre absurde de réduire en miettes l'ouvrage de la veille pour repartir d'une page blanche. Ce labeur acharné se poursuivait jusqu'au crépuscule. C'est alors que l'équipe nocturne prenait le relais. Les standards de l'artisanat étaient ici balayés. Dans le monde ordinaire, les chantiers s'endormaient toujours avec le soleil. Entre le prix exorbitant des matières premières et le coût de la main-d'œuvre, bâtir à la seule lueur tremblotante des bougies et des lampes à huile tenait de la folie pure.
alliant inefficacité et péril mortel. Néanmoins, la rationalité économique était le cadet des soucis de la veuve. Seule la perpétuation du mouvement importait à ses yeux. Les entrailles de cette bâtisse devaient s'étendre inlassablement, 24 heures sur 24, sans la moindre pause. Les compagnons évoquaient d'ailleurs une cadence de travail tout à fait surréaliste. Une aube pouvait voir naître l'ossature parfaite d'une chambre à coucher, portes et ouvertures incluses. Pourtant, dès la levée du jour suivant, la maîtresse des lieux décrétait que cette même pièce aurait plus de sens ailleurs. Le travail consistait alors à désosser méticuleusement l'ouvrage, madrier par madrier, afin de le ressusciter à 20 pieds de là sur le flanc gauche. Lors de sessions encore plus lunaires, on érigeait des escaliers de 7 volets qui, après un léger virage sur un palier, venaient s'écraser misérablement contre la paroi du plafond. Aux ouvriers qui s'inquiétaient d'une éventuelle bévue architecturale, le chef de chantier répondait par un simple haussement d'épaule. La volonté de la patronne était souveraine. Des battants furent scellés pour ne dévoiler que des cloisons aveugles. On assemblait des placards dont la profondeur n'excédait pas un misérable pouce. Autant d'artifices purement théâtraux, tragiquement dénués de fonction. Un conduit de briques s'élançait majestueusement sur 4 niveaux, pour finalement avorter sa course à quelques millimètres de la toiture. Ces fumées venaient ainsi s'étouffer dans les combles, au lieu de s'échapper vers les cieux. Ailleurs, des ouvertures vitrées rampaient au ras du parquet, offrant pour seule vue les entrailles des pièces voisines plutôt que l'horizon. Cette absurdité architecturale défiait l'entendement, mais les salaires, eux, tombaient avec une régularité d'horloge. Dans ce contexte d'insécurité où les promesses d'embauche s'envolaient souvent et où les rémunérations se faisaient attendre, cette certitude financière valait bien mieux que n'importe quelle cohérence. Chaque semaine, la monnaie sonnante et trébuchante passait de main en main, sans le moindre retard. En plus d'assurer la pitance, la propriétaire veillait à ce que des ragoûts fumants, concoctés par ses propres cuisiniers, soient acheminés directement au pied des échafaudages. Au beau milieu de la décennie 1890, alors que le gouffre de la crise économique plongeait d'innombrables foyers dans la famine et le désespoir le plus noir, ce chantier représentait bien plus qu'un gagne-pain. C'était un véritable miracle. Les artisans restèrent fidèles au poste, poursuivant leur œuvre tentaculaire, tandis que l'instigatrice du projet s'effaçait dans les ombres. Telle une apparition diaphane, elle hantait les couloirs à des heures improbables, scrutant la moindre finition, semant des directives écrites et bouleversant l'agencement des lieux. Le personnel de maison murmurait qu'elle s'accordait à peine quelques bribes de sommeil. L'essentiel de ces nuits se consumait en de longues marches solitaires, l'oreille tendue vers les craquements spectraux de ce monstre de bois. La légende raconte qu'un compagnon surprit un jour son reflet à travers un carreau. Une silhouette minuscule, entièrement drapée de deuil. Elle se tenait figée au cœur d'une chambre délabrée, fixant intensément le plâtre nu, comme si elle y déchiffrait un dialecte fantomatique, parfaitement invisible aux yeux des vivants. Le manoir enflait comme une créature vivante. L'espace de 8 pièces se mua en 20, puis rapidement en 40. Des ramifications s'étirèrent de façon anarchique aux 4 vents, couronnées par l'émergence de tourelles fendant le ciel. Un somptueux salon de danse vit le jour, pour être aussitôt emmuré et livré à la poussière. Plus loin, un jardin d'hiver surgit, baigné par la lumière de vitraux précieux venus tout droit des ateliers européens. L'office culinaire, quant à lui, fut équipé d'inventions technologiques absolument vertigineuses pour cette fin de siècle. Or, les aberrations architecturales proliféraient bien plus vite que les espaces fonctionnels. Au premier niveau, un battant de porte ne débouchait sur rien d'autre que le vide sidéral au-dessus des massifs de fleurs. La moindre inattention promettait non pas un balcon ou une rampe, mais un plongeon mortel de 15 pieds s'écrasant violemment contre des pavés de briques. Une volée de marches lilliputiennes, dont l'élévation ne dépassait pas les 2 pouces, s'étirait laborieusement sur 44 paliers pour ne grimper, au final, qu'à peine plus de 9 pieds. Des corridors en serpentin s'enroulaient sur eux-mêmes dans une boucle infinie, avec pour seule vocation apparente de rendre fou le moindre visiteur tentant de traverser la bâtisse. Face à un tel prodige de démence,
la presse de la région ne tarda pas à pointer ses plumes vers le domaine. Le mystère Winchester. C'est ainsi que la légende a baptisé cette demeure. Un palais tentaculaire où la veuve imposait à ses ouvriers un ballet architectural incessant, de jour comme de nuit, défiant toute logique pour le commun des mortels. Les journalistes frappaient à sa porte. Elle opposait un silence de marbre. Des sentinelles patrouillaient pour repousser les curieux, tandis que les lourdes grilles de fer demeuraient inexorablement closes. Les vergers agissaient comme une barrière végétale, un écran de verdure silencieux masquant au monde ce labyrinthe de tourelles et de toits pointus en pleine expansion. Pourtant, les murmures franchissaient les murs, et leur écho s'apprêtait à prendre une tournure bien plus macabre. Chapitre 5. Le sanctuaire des esprits. Au cœur de ce dédale se cachait une pièce que la maîtresse des lieux rejoignait chaque nuit. La domesticité l'avait surnommée la chambre des séances. Un espace exigu et sans fioritures, enfoui dans les entrailles de la bâtisse, coupé des murs extérieurs et vierge de toute lumière naturelle. Seuls les initiés pouvaient en trouver le chemin. Il fallait emprunter un corridor précis, franchir un meuble qui dissimulait une porte secrète, puis s'engouffrer dans un boyau si étroit qu'un seul corps pouvait s'y faufiler. L'atmosphère y était suffocante, presque malsaine. 13 crochets métalliques s'alignaient sur un mur dont l'utilité demeurait une énigme totale. Jamais un manteau ni le moindre outil n'y furent suspendus. Seulement ces 13 morceaux de fer forgé, espacés à la perfection, qui ne soutenaient que le vide. On y pénétrait par une porte, mais on pouvait en ressortir par 3. L'une vous ramenait sur vos pas, la deuxième vous recrachait dans un tout autre couloir. Quant à la dernière, c'était un piège, une fausse issue qui, en cas d'imprudence, vous précipitait dans le vide, vers une réserve située à plus de 2 mètres en contrebas. Au beau milieu trônait une armoire. Les rumeurs affirmaient que la maîtresse de maison y dissimulait des tuniques et divers artefacts dédiés à ces cérémonies. Quant à la nature de ces objets, le personnel gardait le silence, par peur ou par ignorance. Un réseau de cloches reliait ce sanctuaire aux appartements privés de la veuve. Il y en avait 2. La première retentissait à 2 heures du matin. C'était l'instant précis où, selon ses croyances, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'estompait. Ce carillon servait-il à convier les spectres ou à rappeler à la veuve qu'il était l'heure de les rejoindre? Les récits divergent. Selon certaines légendes, le second carillon sonnait également à 2 heures sonnantes, marquant la fin de l'audience et le congé des fantômes. 13 coups résonnaient, un pour chaque crochet planté dans le mur. Les artisans attardés sur le chantier juraient avoir entendu ces sonneries, suivies de bruits de pas spectraux glissant sur les parquets. Ils captaient aussi la voix de la veuve, étouffée, lointaine, conversant dans un dialecte incompréhensible. Mais nul n'a jamais été témoin des scènes qui se jouaient à l'intérieur. Jamais elle ne justifia ses actes, refusant jusqu'à sa mort de valider ou d'infirmer l'existence de ces rituels nocturnes. Les seuls indices nous viennent des domestiques de longue date, et leurs témoignages ne sont que des bribes, loin d'être des vérités absolues. Une gouvernante aurait confié que sa patronne s'y terrait pendant des heures, plongée dans une obscurité totale. Parfois, elle allumait des cierges dégageant des lueurs aux teintes surnaturelles. Un autre employé affirmait qu'elle tirait ses directives de ses transes avec l'au-delà. Des croquis architecturaux, des consignes pour la suite du chantier, ou encore des mises en garde sur les zones de la maison à condamner. Était-elle intimement convaincue de dialoguer avec les trépassés? Ou bien, cet endroit n'était-il qu'un refuge secret pour pleurer ses défunts, loin des regards? Le mystère reste entier. Une chose cependant est certaine, cette pièce existait bel et bien. Elle est toujours là. Les curieux peuvent s'y aventurer de nos jours, même si les éléments de fer forgé ont disparu et que le mécanisme des cloches est muet depuis bien longtemps. Nous savons des pièces fraîchement achevées étaient emmurées l'instant d'après. Des ailes entières dont la construction avait exigé des mois d'efforts étaient condamnées sans sommation. On barricadait les portes à coups de clous. On vidait les lieux, comme pour emprisonner un événement tragique ou effacer un souvenir insoutenable. Les charniers s'exécutaient, obéissant aveuglément au nouveau plan,
même quand ces derniers réduisaient à néant les instructions de la veille. La seule alternative était le licenciement, une option impensable pour ces ouvriers. Dès lors, le chantier s'emballa frénétiquement. 40 chambres passèrent à 60, puis à 80. La bâtisse se propageait sur le domaine telle une créature organique, dévorant les arbres fruitiers et projetant une obscurité menaçante sur le sol. Et au cœur de ce monstre de bois, ponctuellement à 2 heures du matin, un tintement déchirait les ténèbres. Chapitre 6. L'art du vertige et de l'absurde. Un visiteur s'aventurant dans ces murs en l'an 1900 n'aurait pas fait 3 pas sans perdre tout sens de l'orientation. L'entrée principale, les rares fois où la maîtresse des lieux daignait l'utiliser, débouchait sur un vestibule qui se fracturait d'emblée en 3 artères, croix-voies strictement jumelles. Des tapisseries identiques, une lueur semblable, et le même grincement familier du plancher sous la semelle. Un mot, ce n'était pas une métaphore. Certains corridors formaient des boucles parfaites. Le promeneur, persuadé d'avoir traversé de longues distances, échouait inexorablement à son point de départ. D'autres galeries s'achevaient avec une brutalité déconcertante. On contournait un angle en espérant la suite du chemin, pour se heurter à un mur aveugle. Aucune poignée, aucun vitrage, rien qu'un motif floral et un silence de tombe. L'agencement des escaliers confinait à la folie. L'un d'eux exigeait de gravir 44 marches pour ne s'élever que de 3 mètres. Chaque marche ne mesurait que 5 cm de haut. Un dénivelé si ridicule qu'il suffisait d'effleurer le sol pour avancer. La légende veut que cette bizarrerie architecturale ait été conçue pour ménager l'arthrite de la veuve. L'ascension se faisait douce, une pente pensée pour soulager l'usure de ses articulations, bien loin de la rudesse d'un escalier classique. Pourtant, pour l'âme étrangère au manoir, l'expérience relevait de l'onirisme, une marche éternelle vers le néant. Plus loin, une autre volée de 7 marches grimpées, pivotées sur un palier, pour mourir brutalement contre le plafond. Nul passage vers les combles, aucune trappe dérobée. Rien qu'une impasse de bois et de plâtre. Les artisans l'avaient érigée, puis s'étaient tus, dans l'attente de directives nouvelles. Cet ordre ne retentit jamais, et l'ouvrage demeura figé dans les limbes. Les portes, elles, proliféraient. Les registres ultérieurs en dénombreront 2000. Si certaines dévoilaient des pièces communes, d'autres s'abîmaient contre des murs aveugles. Quelques-unes dissimulaient leur pareil. En abaissant la poignée, dans l'espoir d'avancer, on se heurtait, à quelques centimètres à peine, au dos d'un autre battant condamné à jamais. Au premier étage, un seuil s'ouvrait sur le vide absolu. Une chute vertigineuse vers les jardins. Près de 5 mètres plus bas, la dureté des pavés de briques n'attendait que de briser une chute. Nul garde-corps, nulle mise en garde. Juste une boiserie béante sur l'abîme. Quelle folie avait dicté une telle architecture! La légende murmure qu'il s'agissait d'un piège macabre tendu aux fantômes. Lancés aux trousses de Sarah, les esprits devaient franchir ce cap et s'écraser au sol. Les esprits plus cartésiens y voient plutôt une grossière erreur de conception, l'accès fantôme d'un balcon qui ne vit jamais le jour. Quoi qu'il en soit, la maîtresse des lieux ne fit jamais combler cette faille. L'aberration subsista, à l'image des autres mystères insensés de la bâtisse. Les fenêtres se dévisageaient en un face-à-face troublant. Depuis une pièce, le regard traversait la vitre pour plonger, par-delà une cour exiguë, directement dans l'intimité d'une autre chambre. Aucun refuge pour l'intime, nul échappé vers l'horizon. Simplement, le verre qui scrutait le verre. D'autres lucarnes naissaient curieusement au ras du sol. Il n'était pas rare de trébucher sur ces carreaux encastrés dans le plancher, qui offraient une plongée voyeuse vers les caves ou une échappée vers la charpente, selon le niveau arpenté. La salle de bal demeurait sans doute l'énigme la plus somptueuse de ce labyrinthe. Un écrin d'une splendeur inouïe, paré de parquets précieux et de vitraux valant plusieurs milliers de dollars. 2 orgues monumentaux y trônaient. Éprise de mélodie, la veuve s'y serait abîmée en concert solitaire à la nuit tombée, dans cet espace conçu pour accueillir 100 convives. Pourtant, jamais la moindre valse n'y résonna. Jamais une invitation ne fut conviée. Le lieu fut achevé, paré de ses plus beaux atours,
puis tragiquement délaissée. Les domestiques chuchotaient qu'elle l'arpentait aux heures sombres, caressant de ses phalanges les boiseries silencieuses. Mais jamais la musique ne s'éleva en présence d'une autre âme. Sur les vitraux de cette salle fantôme s'étiraient d'étranges toiles d'araignées, des motifs arachnéens d'une finesse absolue, capturant l'illusion d'une rosée matinale scintillante. L'araignée, d'ailleurs, hantait la demeure entière. Sculptée dans l'ébénisterie, incrustée au cœur des faïences ou entrelacée dans le fer forgé des grilles. On raconte que l'héritière voyait en elle un talisman puissant, capable d'engluer les forces obscures avec la même cruauté qu'une proie volante. Elle satura donc son domaine de cet emblème, tissant une toile tentaculaire de bois, de cristal et de roche. Or, ce maillage dépassait la simple allégorie décorative. Le manoir, dans sa chair même, s'était mué en toile. Un dédale de couloirs enchevêtrés, de pièces empilées les unes sur les autres et de galeries sinueuses, à tel point que les bâtisseurs eux-mêmes en perdaient la mémoire du chemin. À l'aube de l'année 1906, la résidence Winchester avait enflé pour engloutir plus de 100 pièces, culminant à 7 étages de hauteur. Ces tourelles crevaient le ciel au-dessus des vergers, défiant le regard depuis la route. C'était alors la plus vaste demeure privée de toute la Californie. Un palais de la démesure, capable de faire pâlir les magnats du rail et les seigneurs de l'argent. Puis vint ce 18 avril. À 5h12 du matin, les entrailles de la terre se soulevèrent. Chapitre 7. Le cataclysme qui allait redessiner l'histoire. Les secousses déchirèrent le silence sans la moindre sommation. À près de 100 kilomètres plus au nord, San Francisco subissait les foudres du désastre. Les façades s'effondraient dans un fracas assourdissant, tandis que les brasiers s'éveillaient. En une poignée de minutes, plus de 3000 âmes périrent. Ce grand tremblement de terre de 1906, d'une magnitude de 7,9, s'inscrivit dans le sang comme l'un des fléaux naturels les plus meurtriers de la mémoire américaine. Mais la fureur terrestre n'épargna pas San José. Sous les fondations du domaine Winchester, le sol ondula tel une houle océanique. Les cheminées se fissurèrent avant de s'écraser, les vitraux volèrent en éclats. La tour aux 7 niveaux, sommet orgueilleux de la propriété, poussa un hurlement de charpente, vacilla, puis s'abattit. Des tonnes de boiseries et de maçonnerie éventrèrent les étages inférieurs avec la brutalité d'une avalanche. Le chaos transperça les plafonds successifs, finissant sa course dans un charnier de poutres éclatées et de cristal brisé. Un nuage de poussière asphyxiant noya les corridors. L'édifice entier gémissait. Ses jointures craquaient, menaçant de s'aplatir totalement. Et Sarah se trouvait à l'intérieur. Le sommeil l'avait cueillie dans l'une des chambres des niveaux supérieurs. Les récits se contredisent sur l'alcôve exacte. Fuyant d'invisibles présences, la recluse nomadisait sans cesse, refusant de s'attarder plus de quelques semaines dans le même lit. Au premier soubresaut, elle s'était ruée vers l'encadrement. Le vieux réflexe de survie face au séisme, trouver une arche, faire front. Mais le battant refusa obstinément de céder. L'onde de choc avait tordu la bâtisse, cisaillant les huisseries. Elle eut beau pousser, tirer, jeter tout le poids de son corps contre ce rempart de bois, rien n'y fit. Emmurée et vivante, seule dans les ténèbres, captive d'une carcasse architecturale qui se disloquait autour d'elle. C'est alors que ses cris parvinrent aux domestiques. Armés de pieds de biche et de détermination, ces derniers se frayèrent un chemin dans les veines étouffées par les gravats, jusqu'à lui récalcitrant. Il leur fallut près d'1 heure de lutte acharnée pour forcer la délivrance. Lorsqu'ils parvinrent enfin à extraire Sarah de son tombeau, elle tremblait, mais sa chair était intacte. Son corps, du moins, avait été épargné. Car dans l'invisible de son esprit, une brisure irréversible venait de s'opérer. Dans un mutisme absolu, Sarah errait au cœur de sa demeure meurtrie. Son regard se posait sur le donjon effondré, les vitraux en éclats, les pièces englouties sous les gravats. Les murs éventrés laissaient désormais paraître leur ossature de bois, tels des squelettes mis à nu. Ses ouvriers s'attendaient à ce qu'elle ordonne la reconstruction, qu'elle efface les stigmates du séisme. Contre toute attente, elle décréta la condamnation pure et simple des lieux. Toute l'aile avant du domaine, soit 30 pièces comprenant l'entrée majestueuse et la tour, fut verrouillée.
On cloua les portes à grands coups de marteau. Des barricades de meubles et de planches obstruèrent les couloirs. Jamais plus Sarah ne remettrait les pieds dans ce labyrinthe déchu. Si elle garda le silence sur ses motivations, ses domestiques en devinèrent le sens profond. À ses yeux, ce tremblement de terre résonnait comme un avertissement spirituel, un message de l'au-delà. Elle avait dû s'attirer leur foudre, ériger une architecture maudite ou éveiller une colère indicible. La chute de la tour n'avait rien d'un accident. C'était un châtiment divin. Ainsi, elle pensa cette blessure architecturale en l'emmurant à tout jamais. Le chantier fut déplacé vers de nouveaux horizons, comme pour repartir de zéro et calmer ces entités capables de faire trembler les fondations du monde. Les marteaux continuèrent de résonner, mais l'âme de l'édifice avait muté. Avant que la terre ne gronde, la bâtisse dégageait une énergie frénétique, à la fois excentrique et farouchement ambitieuse. Des flèches perçant les nuages, des salons magistraux. L'impression tenace que la veuve façonnait une œuvre titanesque dont elle seule détenait la clé. Passé le cataclysme, le manoir se replia sur lui-même. Les nouvelles chambres se firent exiguës, les corridors étouffants. L'architecture privilégia désormais l'étalement terrestre plutôt que l'ascension. De nouvelles ailes rampèrent le long du domaine au lieu de défier les cieux, comme si la maîtresse des lieux redoutait désormais les hauteurs, cherchant refuge au ras du sol. Son isolement lui aussi se creusa. Avant l'année 1906, il lui arrivait encore de croiser le fer avec ses artisans. Elle dictait ses volontés de vive voix, inspectait les finitions d'un pas assuré. Le séisme l'engloutit dans une solitude quasi monacale. Des semaines entières s'écoulaient sans que l'on aperçoive son ombre. Ses directives transitaient désormais par des émissaires. L'argent de la paye se matérialisait dans des enveloppes. Le chef de chantier orchestrait les travaux, tandis que la gouvernante régentait le personnel. Sarah, elle, glissait comme un spectre dans les entrailles de sa propre demeure. Aux alentours, on chuchotait que des lueurs pâles dansaient derrière les carreaux à des heures indues. La flamme solitaire d'une bougie flottant d'une chambre à l'autre, d'un palier au suivant, pareil à une âme en peine traquant un trésor égaré. À 2 heures du matin, le carillon de la chambre des esprits continuait de déchirer le silence. Les bâtisseurs percevaient toujours ces bruits de pas, mais l'atmosphère s'était alourdie. Le domaine semblait porter les stigmates d'une malédiction. Les ruines n'étaient pas qu'une simple faille architecturale. Elles sonnaient comme une évidence implacable. L'effroi de la veuve était justifié. Et surtout, la confirmation cruelle qu'aucune muraille ne suffirait jamais à la protéger. Chapitre 8. Ceux qui ne sont pas partis. Le commun des mortels aurait pris la fuite. Les secousses avaient failli coûter la vie à la propriétaire, et ce manoir devenait un dédale toujours plus absurde. Leur tâche confinait à la démence, un cycle infini et répétitif. Monter une cloison, la fracasser, puis la rebâtir quelques mètres plus loin. Pourtant, les ouvriers restèrent fidèles au poste, sans pour autant prêter foi aux fantômes, ni saisir la moindre once du dessein de leur patronne. Leur motivation prenait sa source dans une réalité bien plus pragmatique, ancrée dans la rudesse de leur époque. Une dévotion achetée au prix d'un salaire infaillible et d'une bienveillance rare. Dans toute la vallée, personne n'offrait une rémunération aussi généreuse que Madame Winchester. Là où un charpentier qualifié peinait à récolter $2 quotidiens sur les chantiers agricoles ou publics, Sarah en déboursait 3, voire davantage pour les mains d'or. Et chaque fin de semaine, l'argent liquide coulait à flot. Aucune attente, aucun prétexte douteux. Fini le vol dissimulé, cette habitude si répandue chez les patrons de l'époque qui cherchaient la moindre faille pour amputer les soldes. Mieux encore, elle remplissait leurs estomacs. Sur les coups de midi, les cuisines faisaient défiler des festins brûlants. Oubliez les restes misérables, place aux généreuses portions de rôtis, aux légumes d'un vert éclatant, au pain croustillant et au café fumant. Aux morsures de l'hiver répondaient d'épais potages réconfortants. Sous le soleil estival, les pichets de citronnade glacée côtoyaient les fruits juteux fraîchement cueillis. Pour des pères de famille habitués au souper maigre, c'était une véritable bénédiction. Nombre d'entre eux avoueraient plus tard que ces banquets constituaient leur seul véritable repas de la semaine. Mais au-delà de l'or et de la chair,
planait une denrée encore plus précieuse, l'assurance d'un lendemain. La décennie des années 1890 fut broyée par les crises financières. Les banques s'effondraient, les portes des usines se fermaient. Les charpentiers erraient parfois des mois sans le moindre clou à planter, plongeant les foyers dans la misère noire. Pendant ce temps, l'œuvre de la veuve survivait aux paniques boursières, aux faillites et aux hivers glaciaux qui gelaient les autres chantiers. Jamais le bruit des scies ne s'y tut. Des hommes y usèrent leurs mains pendant 5, 10, voire 15 années consécutives. Certains finirent par y emmener leur propre descendance, dès que les garçons eurent la force de soulever une masse. Pères et fils, suant côte à côte sur des escaliers menant au vide et des portes s'ouvrant sur la pierre. Si l'absurdité des plans leur échappait, la promesse de la paix, elle, était limpide. Dans ce monde rongé par l'incertitude sauvage, c'était amplement suffisant. Un jour, l'un des artisans, un charpentier nommé John Hanson, confierait aux journaux que cette folie architecturale avait littéralement sauvé sa famille de la ruine. Son épouse souffrait cruellement. Les ordonnances s'accumulaient. N'importe quel autre patron l'aurait jeté à la rue, car un homme aux prises avec la maladie des siens rime trop souvent avec absence, esprit ailleurs et manque de rendement. Contre toute attente, l'idée de le renvoyer ne l'effleura même pas. Elle préféra gonfler discrètement son salaire, glissant un mot au chef de chantier pour fermer les yeux sur ses départs anticipés. Nul besoin de justifications interminables. C'était sa façon silencieuse de reconnaître la rudesse de l'existence et d'accorder à chacun l'espace nécessaire pour y faire face. Ce charpentier dédia 18 années de sa vie à ce chantier. Et son cas était loin d'être isolé. Un manœuvre peinait-il à financer l'opération chirurgicale de son enfant? Elle réglait la note. Un plâtrier se retrouvait-il le bras en écharpe cloué chez lui pendant 2 mois? Sa paie tombait tout de même. Quant aux anciens, au corps usé par les échafaudages, elle leur confiait des tâches plus douces, refusant de jeter ses vieux serviteurs comme de vulgaires outils cassés. Loin des grandes œuvres philanthropiques théâtralisées, cette générosité fuyait la lumière. Jamais elle ne convoqua la presse, jamais elle ne fit étalage de sa mansuétude. Elle veillait sur ceux qui bâtissaient son refuge. Un point, c'est tout. Touchés par cette grâce, les ouvriers devinrent, en échange, ses gardiens les plus farouches. Dès qu'un fouineur à l'affût d'un scoop tentait d'escalader les grilles ou de scruter les fenêtres pour débusquer la fameuse folle, la troupe d'artisans faisait bloc et le chassait sans ménagement. Les rumeurs de voisinage évoquaient-elles des lueurs spectrales et des carillons nocturnes? Eux haussaient les épaules, murés dans un mutisme protecteur. Ce labyrinthe, c'était leurs mains qui le façonnaient. Ils exécutaient les plans les plus délirants, tout en cadenassant ces mystères. Bien sûr, dans l'intimité de leurs pensées, beaucoup la jugeaient sans doute toquée, ou du moins profondément égarée. Seulement, c'était leur patronne, avec toute sa folie et sa vulnérabilité. Et elle leur témoignait un respect qu'aucun autre maître n'avait jamais daigné leur offrir. Alors, lorsqu'elle exigea des marches se perdant dans le plafond, ils les bâtirent. Lorsqu'elle dessina une trappe ouvrant sur le vide, ils la posèrent sans sourciller. Et quand elle ordonna de condamner 30 pièces en exigeant le secret absolu sur leurs entrailles, ils scellèrent les portes et avalèrent la clé de l'énigme. À l'aube de l'année 1910, la demeure atteignit son apogée titanesque, boursouflée de plus de 160 pièces. Un colosse d'architecture illogique, tentaculaire, qui nourrissait des dizaines de familles et laissait le moindre passant bouche bée. Pourtant, aux yeux de ces bâtisseurs de l'ombre, le manoir n'avait rien de mystique. C'était leur gagne-pain, une aubaine inespérée dans un monde impitoyable, et cela suffisait amplement à leur bonheur. Chapitre 9. L'énigme dont l'Amérique avait soif. Une véritable proie de choix pour une presse avide de sensations. En cette année 1910, la figure de cette femme incarnait le conte idéal pour faire exploser les tirages. L'équation parfaite. Une héritière cloîtrée, des montagnes d'or, une bâtisse sombrant dans l'absurde et, cerise sur le gâteau, des murmures de spectres, de malédictions et de messes noires. Ce fut un journal de San Francisco qui lança les hostilités avec ce titre tapageur barrant la une. Le manoir du mystère de la vallée de Santa Clara. Les colonnes dépeignaient un palace forgé par la terreur,
l'œuvre d'une âme tourmentée par les fantômes des innombrables victimes tombées sous les balles de l'empire familial. On y fantasmait des portes barricadées, un vacarme de marteaux éternels et des artisans chuchotant l'existence de cloches sonnant le glas à 2 heures du matin. Le mythe s'embrasa. L'encre coula à flots, tandis que les autres gazettes s'en emparaient, brodant sans vergogne et noyant la vérité sous une avalanche d'inventions macabres. Ici, on jurait qu'elle errait nuit et jour dissimulée sous un voile, privant même ces gens de maison de la vue de son visage. Là, on affirmait qu'elle prenait ses repas à une table de 13 couverts, flanquée de 12 chaises désespérément vides, réservées à ses invités d'outre-tombe. Ailleurs encore, la rumeur chiffrait son délire à plus de 5 millions de dollars de l'époque, l'équivalent vertigineux de 150 millions aujourd'hui, englouti dans un chantier voué à ne jamais connaître de fin. Face à ce cirque, le silence fut sa seule réplique. Ni démenti, ni entrevue réparatrice. L'héritière se mura dans le mutisme, une réserve qui ne fit qu'attiser le brasier, pour le plus grand bonheur des conteurs. En l'absence de toute ligne de défense, l'imagination populaire perdit le contrôle. De bouche à oreille, le folklore s'épaississait. Le modeste salon de spiritisme fut mué en chambre des horreurs, tandis que ces fameuses marches butant sur le plafond signaient officiellement son arrêt de démence. Le vacarme continu des outils prenait l'apparence d'une fuite en avant pathologique. C'était la course folle d'une âme égarée, empilant les briques pour échapper à la faucheuse. La foule, bien sûr, s'abreuva de ces chimères. Nous étions à la charnière d'un âge doré s'effritant pour laisser place à l'ère progressiste. L'Amérique entretenait une fascination malsaine pour l'opulence et la bizarrerie. Les magnats de l'industrie érigeaient des palais de pacotille, tandis que d'illustres marginaux dilapidaient leur or dans des projets insensés. Et au milieu de cette foire aux vanités trônait Sarah, détentrice d'un trésor supérieur à celui de certaines nations. Jetant toute sa fortune dans un labyrinthe de bois conçu pour troubler les sens et semer le malaise. Son humanité fut engloutie par son propre personnage. Elle n'était plus que la veuve hystérique, la dame aux esprits, la prêtresse de l'au-delà. Pourtant, le portrait dressé par la rue sonnait creux. Certes, elle fuyait la société, certes, l'occultisme la fascinait, mais cette passion pour l'invisible, des millions de compatriotes la partageaient. Des plumes illustres aux savants reconnus jusqu'au plus haut sommet de l'État. Tourner les tables relevait de la mondanité. Les clairvoyants avaient pignon sur rue et prêter l'oreille aux défunts n'avait absolument rien d'une extravagance asilaire. C'était l'ère du temps, la grande bourgeoisie en raffolait. Alors oui, la demeure défiait la logique. Toutefois, l'esprit de sa créatrice, lui, conservait une implacable lucidité. Elle tenait d'une main de fer un domaine colossal, dirigeait son armée de bâtisseurs et jonglait avec des montages financiers d'une redoutable complexité. Loin d'être coupée du monde, elle écrivait aux siens et administrait des vergers dont les récoltes inondaient les marchés. C'était une femme ancrée dans le réel, méthodique, qui ne laissait rien au hasard. Même les absurdités de la bâtisse cachaient une vérité profondément pragmatique. Ces fameuses marches d'une hauteur dérisoire, elle ménageait tout simplement ses articulations ravagées par l'arthrite. L'abondance effarante de chambres à coucher lui permettait de migrer de lit en lit au gré de ses douleurs, quête désespérée d'un apaisement que seuls les malades chroniques peuvent véritablement comprendre. Quant aux portes lilliputiennes et aux plafonds étouffants, ils épousaient tout bonnement la carrure d'une petite dame qui culminait à peine à 1,50 m. Des ouvertures aux dimensions classiques auraient paru bien trop massives, presque écrasantes. Quant à ces fameux seuils ouvrant sur le vide, ils trouvaient tous une justification tout à fait rationnelle. Au gré des caprices de l'ingénierie, les plans évoluaient et les annexes se multipliaient. D'anciennes embrasures perdaient leur utilité, mais au lieu d'être condamnées, elles demeuraient simplement en l'état, figées dans les murs. On était bien loin d'une quelconque folie furieuse. C'était plutôt le chaos naturel d'un chantier ininterrompu durant plusieurs décennies, dépourvu de la moindre ligne directrice architecturale. Or, la presse de l'époque se moquait éperdument de la banalité des faits. Il lui fallait du frisson, de l'énigme, un récit croustillant,
capable de conforter les superstitions populaires. L'idée qu'une fortune colossale, couplée à un chagrin insondable et à une solitude infinie, finirait inévitablement par briser n'importe quel esprit. Voilà donc la sombre légende qu'ils ont tissée. À en croire les gazettes, l'héritière n'était autre qu'une âme tourmentée par l'au-delà. Une femme littéralement persécutée par des milliers d'esprits, érigeant une forteresse pour les emprisonner, sombrant dans l'abîme mental à chaque nouvelle pièce achevée. La réalité, pourtant, s'avérait infiniment plus intime et déchirante. En l'espace de 15 années seulement, cette veuve avait vu s'éteindre sa fille unique, puis l'homme de sa vie. Entre ses mains reposait un empire financier bâti sur le sang versé, un héritage macabre dont elle tirait profit quotidiennement, bien qu'elle n'eût jamais tenu d'armes elle-même. Dans une quête désespérée pour fuir l'ombre de cet héritage, elle avait traversé le pays et s'était raccrochée à ce projet farfelu. Une entreprise singulière, certes, mais qui lui offrait un cap, une façon de charpenter son deuil. Grâce à elle, des dizaines d'artisans vivaient de leur métier. Elle façonnait une œuvre colossale, insolite, une cathédrale intime qui n'appartenait qu'à elle. Et elle porta cette croix sous l'œil inquisiteur de la société, qui scrutait ses moindres faits et gestes pour la transformer, de son vivant, en un véritable mythe spectral. Aux alentours de 1915, la septuagénaire voyait ses forces décliner. L'activité du chantier s'était essoufflée, elle n'avait jamais été totalement suspendue, loin de là, mais le rythme s'était assoupi. Le manoir atteignait alors son envergure maximale, un dédale comptant pas moins de 160 pièces. Un monument labyrinthique dédié à des tourments que le monde extérieur ne saisirait jamais tout à fait. Pendant ce temps, épuisée par le poids des années, la maîtresse des lieux continuait d'arpenter silencieusement les couloirs nocturnes. Chapitre 10. Le crépuscule d'une œuvre. Désormais, chaque coup de plume faisait trembler ses mains. Le mal articulaire qui la rongeait s'était aggravé, cette même pathologie qui avait sculpté la physionomie du domaine. Ses volets de marche à peine surélevés et ses espaces exigus, jadis conçus pour la soulager, devenaient à présent un supplice. Coucher des directives sur papier, griffonner des croquis ou poursuivre le labeur qui animait son quotidien depuis près de 40 ans relevait de l'exploit. Sa démarche dans les galeries se faisait de plus en plus laborieuse. Dans la torpeur de la nuit, les domestiques percevaient le heurt régulier de sa canne contre le parquet, une mélopée discrète qui résonnait dans les travées désertes. 3 petits chocs sourds, une pause haletante. Puis les pas reprenaient de plus belle. Elle glissait d'une chambre à l'autre, s'assurant que les verrous tenaient bon, effleurant les poignets. Son habitude de changer de couche en permanence perdurait, mais l'insomnie nerveuse avait laissé place à une contrainte purement clinique. Il y avait de ces soirées où la douleur lancinante dans ses os lui interdisait de gravir le moindre escalier. D'autres fois, la peur d'une faiblesse l'obligeait à demeurer au rez-de-chaussée, à portée de voix de ses employés, redoutant qu'un appel au secours ne se perde dans l'immensité de la bâtisse. Les équipes d'artisans, eux aussi, sentaient le vent tourner. L'impulsion créatrice se tarissait. Des journées entières s'écoulaient sans le moindre nouveau croquis, sans injonction de démolir ou de rebâtir. Les ouvriers se contentaient de panser les plaies de l'existant, remplaçant une ardoise fêlée, rafraîchissant une tapisserie ou réparant un carreau brisé, mais l'ère des grandes extensions était bel et bien révolue. Vers 1920, la silhouette de la propriété apparaissait exactement comme en 1915. Une empreinte tentaculaire et un nombre de pièces parfaitement figées. Le fracas des marteaux, qui avait bercé le voisinage pendant 35 ans, s'estompa pour devenir épisodique, puis quasi fantomatique. La bâtisseuse laissait peu à peu la vie lui échapper. Ses journées s'étiraient de plus en plus à l'intérieur de la serre, ce fameux jardin d'hiver orné de vitraux chatoyants où clapotait un modeste jet d'eau. Le personnel racontait qu'elle adorait s'y prélasser l'après-midi, observant les rayons du soleil traverser les prismes polychromes pour esquisser des arabesques lumineuses sur les dalles. Les mots désertaient ses lèvres. Elle se satisfaisait simplement de contempler la lente valse des ombres. Le carillon de la salle de spiritisme continuait de résonner sur les coups de 2 heures du matin, quoiqu'à un rythme capricieux. Il arrivait que le silence règne sur le domaine une semaine entière. Puis, sans crier gare, 13 tintements déchiraient de nouveau des ténèbres.
et la domesticité comprenait alors que leur maîtresse chassait toujours la même obsession de la première heure. Une soif inlassable de réponse, une quête de rédemption, ou le fol espoir de nouer un ultime dialogue avec cet époux et cette petite fille emportée par le destin. Des tragédies d'un autre siècle. À moins qu'elle ne cherchât qu'une once de sérénité, une respiration suspendue au cœur de ce sanctuaire, enfanté par le tumulte. De temps à autre, sa nièce chérie, la prénommée Frances, faisait le déplacement. C'était d'ailleurs l'une des rares parentes avec lesquelles l'ermite maintenait encore un pont affectif. Leurs entrevues se révélaient expéditives et corsetées par la bienséance. Une tasse d'Earl Grey sous la verrière, rythmée par quelques futilités de circonstances. L'aïeul ne lui offrit jamais la moindre visite guidée de son palais de bois, ne la conduisit pas dans ses méandres, et se garda bien d'en justifier la folle topographie. Elle se cantonnait à l'étiquette mondaine, avant de s'éclipser dans ses appartements dès que la fatigue alourdissait ses paupières. Frances confiera bien plus tard avoir vu sa tante s'évaporer un peu plus à chaque passage. Pas uniquement dans sa chair, même si les hivers et les souffrances en avaient fait une créature diaphane, fragile comme un oisillon. C'était l'aura même de la vieille dame qui se consumait, comme si l'ogre de charpente qu'elle avait créé l'avait purement et simplement siphonné, au point qu'il ne subsistait qu'une ombre errante s'étiolant dans les couloirs. Aux premières lueurs de septembre 1922, la maîtresse de maison choisit de déménager sa couche pour la toute dernière fois. Son dévolu se porta sur une modeste alcôve au rez-de-chaussée. Des cloisons d'une désarmante banalité et une unique meurtrière de verre offrant une vue sur les bosquets. Plus la moindre étrangeté architecturale, pas de trappes insidieuses ni de portes dérobées, juste un havre de quiétude pour le repos final d'une âme à bout de souffle. Elle pria discrètement ses valets de n'y dresser qu'un lit, une chaise à bascule et un simple guéridon. Plus rien d'autre. Après des décennies passées à gorger sa demeure de mobilier, d'artefacts et d'aberrations architecturales, l'ultime refuge de Sarah s'avérait d'un dépouillement presque total. Le soir du 4 septembre, elle rejoignit ses appartements avec la régularité de l'habitude. Avant de se retirer, les domestiques vinrent s'assurer de son confort. Ils la trouvèrent éveillée, redressée sur ses oreillers, le regard perdu dans les vergers que baignait la clarté lunaire. Son dernier souffle s'échappa dans son sommeil, juste avant que l'aube ne poigne. Nul glas ne retentit. Nulle secousse ne vint faire trembler les murs du manoir. Aucun prodige surnaturel ne salua son trépas. Ce n'était que l'extinction paisible, au cœur des ténèbres, d'une femme de 83 ans, isolée dans cette chambre, née de sa propre volonté. La domesticité fit la macabre découverte aux premières lueurs du jour. L'information fut transmise à Frances, tandis que le chef de chantier annonçait la nouvelle aux ouvriers. Quand l'après-midi s'installa, la rumeur avait déjà parcouru tout San José. L'héritière Winchester n'était plus. Et fait inédit depuis 38 longues années, un silence abyssal, absolu, engloutit le domaine. Fini les échos des marteaux. Évanoui les grincements des scies, dissipés les bruits de pas résonnant à travers les corridors. L'éternel chantier s'achevait enfin, et non point parce que l'édifice avait atteint sa forme finale. Cette œuvre ne connaîtrait jamais d'achèvement. Elle s'arrêtait brusquement, car l'unique âme capable de déchiffrer sa raison d'être, ou même sa nécessité d'exister, venait de s'évaporer. Chapitre 11. Le legs du mystère. Figée dans le vestibule d'honneur, Frances Marriott contemplait les lieux, le regard happé par l'immensité. Au fil des ans, elle avait rendu de multiples visites à sa tante, mais la vieille dame avait toujours orchestré ses rencontres avec une poigne de fer. Une tasse de thé sous la verrière, une flânerie au cœur des jardins fleuris. Jamais de véritable visite, jamais la moindre justification, et encore moins l'autorisation d'explorer les entrailles de la bâtisse. Désormais seule maîtresse à bord en sa qualité d'exécutrice testamentaire, Frances se retrouvait face à une tâche titanesque. Dresser l'inventaire exhaustif de cet empire de bois et de briques. Elle rassembla une armada de professionnels, juristes, experts comptables et évaluateurs, tous armés de mètres-rubans et de porte-documents, missionnés pour répertorier chaque relique et chiffrer l'inimaginable domaine. Dès les premiers pas, l'égarement fut total.
Les couloirs serpentaient comme des nasses, tandis que les portes ouvraient sur des espaces défiant toute logique. Des volets de marche surgissaient du néant, bravant les lois élémentaires de l'architecture. Un commissaire-priseur, pensant inspecter un simple placard, se figea d'effroi face à un gouffre vertigineux plongeant de 40 pieds vers les fondations. Un autre s'épuisa 20 minutes durant à chercher la sortie, pour finalement échouer au 3e étage. Face au désastre, Frances dut réquisitionner un artisan de la région, un ancien ouvrier du chantier, pour leur servir de boussole. Même cet initié perdit ses repères. Des pièces qu'il avait lui-même façonnées 15 ans plus tôt se retrouvaient aujourd'hui murées ou totalement métamorphosées. Les galeries dont il gardait le souvenir étaient devenues des impasses. Le manoir avait muté avec une telle frénésie que nul humain, pas même ses propres bâtisseurs, ne pouvait y déambuler sans s'y perdre. L'exploration minutieuse s'étira sur plusieurs semaines. 160 pièces au total, certaines débordant d'opulence, d'autres laissées à l'état de coquilles vides. Quelques sanctuaires demeuraient même condamnés, préservant leur mobilier intact sous une chape de poussière depuis le séisme de 1906. 40 volets d'escalier, 10 000 fenêtres ouvertes sur l'invisible. Les experts finirent par jeter l'éponge sur les calculs exacts, arrêtant leurs estimations à 2000 portes, 47 âtres et 17 cheminées, dont un grand nombre s'avérait purement factices, s'interrompant avant la toiture ou crachant leur fumée dans des espaces clos. Si ces vertigineuses statistiques donnaient le tournis, le butin découvert s'avérait encore plus déroutant. Dans un salon, ils exhumèrent des dizaines de services de porcelaine d'une ressemblance troublante, endormis dans leurs écrins immaculés, vierges de tout banquet. Plus loin, ce fut un trésor œnologique de plusieurs centaines de bouteilles prestigieuses qui reposaient sous un linceul de crasse. Il semblait évident que la matriarche effectuait ses achats de manière boulimique, avant de les effacer de sa mémoire ou de s'épargner l'effort de les déballer. Des penderies croulaient sous les rouleaux d'étoffes nobles et les cylindres de tapisserie tapissaient les murs du sol au plafond, offrant un stock de matériaux suffisant pour ériger une toute nouvelle bâtisse de A à Z. Le bois d'œuvre, la quincaillerie et les carreaux de verre encombraient une multitude de chambres, comme si la veuve s'était armée en prévision de plusieurs décennies d'expansion frénétique. Et pourtant, face à ce chaos matériel, le silence intime était assourdissant. Aucune missive confidentielle, nul carnet secret, pas l'ombre d'un journal intime qui aurait pu livrer les clés de ses visions ou de son raisonnement. Seules quelques rares missives envoyées par ses proches reposaient là, méticuleusement archivées. On exhuma bien quelques registres de comptabilité, mais aucune bribe de l'âme tourmentée de la propriétaire. Rien pour éclairer le mystère des origines. Même le fameux salon de spiritisme garda jalousement ses secrets. Les 13 patères restaient désespérément nus. Si les armoires renfermaient bien ces tuniques évoquées par les domestiques, elles ne recelaient aucune trace d'occultisme, aucun grimoire, aucune relique ténébreuse, rien qu'une poignée d'étoffes flottant dans le vide. Devant elle guettait le manuscrit révélateur, l'indice capable d'offrir une logique à cette folie de bâtisseurs étalée sur plusieurs décennies, à cette géométrie absurde et à ces partis pris frôlant l'incompréhensible. Cette d'épaisses liasses de reçus attestaient d'un dévouement philanthropique massif. Des dons offerts dans le plus grand secret aux hospices, aux orphelinats ainsi qu'aux caisses de secours pour les sinistrés. Des registres de paye égrenaient les identités d'artisans fidèles au poste depuis 10, 20, voire 30 années consécutives. Toute une génération d'hommes ayant pu nourrir leur foyer grâce à la générosité de ces gages. La maîtresse des lieux ne l'avait jamais laissé choir. D'autres correspondances révélaient les requêtes de serviteurs sollicitant des congés pour veiller leurs malades, requêtes auxquelles elle accédait systématiquement, sans jamais amputer leur salaire. Sous les yeux de la nièce, un tout autre portrait se dessinait peu à peu, en filigrane. Loin de la folle alliée, à 1000 lieues de l'ermite paranoïaque cloîtré dans son antre, se révélait plutôt une âne rongée par le deuil et la culpabilité, portant sa croix selon une logique qui lui était propre, quand bien même le reste du monde la jugeait insensée. Malgré ces nobles découvertes, le fardeau architectural demeurait. L'édifice s'avérait d'une taille monstrueuse,
un gouffre financier impossible à entretenir. Impensable d'en faire une demeure classique. Quel acheteur sain d'esprit aurait accepté d'élire domicile au cœur d'un dédale où les marches s'évanouissent dans le vide et où les battants se heurtent à la brique? Le mobilier de jadis fut dispersé sous le marteau des commissaires-priseurs. 5 camions de déménagement durent être remplis d'effets personnels, liquidés afin de purger les dettes et les droits de succession. Les murs mirent de longs jours avant d'être définitivement mis à nu. Ne restait alors que la carcasse de la bâtisse. Désormais plongée dans un silence de cathédrale, cette coquille vide, faite de boiseries, de minéral et de vitraux, semblait avoir perdu toute raison d'être. Dépourvue de vision pour cet héritage encombrant, Frances opta pour une solution très prisée dans l'Amérique des années 1920 face à l'incompréhensible. Elle métamorphosa le domaine en une curiosité pour voyageurs. Chapitre 12. Le pèlerinage des ombres. Les grilles du domaine s'entr'ouvrirent aux visiteurs en l'an 1923. À peine la défunte avait-elle poussé son dernier soupir depuis 1 an que le manoir Winchester se muait en une entreprise florissante, au terme de 5 mois de travaux préparatoires. Il fallut balayer la poussière, déblayer les gravats, recruter des compteurs, éditer des prospectus, mais surtout façonner la légende que l'on allait servir aux foules. La propriétaire aurait pu faire le choix de l'authenticité, en dévoilant simplement cette demeure comme une pure aberration architecturale. Un sanctuaire dédié au deuil. L'œuvre titanesque d'une veuve fortunée s'étirant sur plusieurs décennies, au mépris des lois de la géométrie. L'édifice témoignait d'un savoir-faire artisanal hors pair, ayant d'ailleurs nourri de nombreux ouvriers lors des crises économiques. Cependant, la stricte vérité n'a jamais fait recette au guichet. Les affiches publicitaires choisirent donc d'exploiter la terreur, baptisant le lieu d'un nom qui glaçait le sang. La Maison des Mystères. Le slogan invitait les curieux à explorer le labyrinthe bâti par une âme tourmentée, traquée par les spectres des victimes tombées sous les balles des carabines Winchester. Le personnel d'accueil avait pour consigne d'exagérer le macabre. La malédiction implacable, le spiritisme occulte et le carillon funèbre résonnant aux 12 coups de minuit. Les narrateurs affirmaient aux passants que ces murs tarabiscotés visaient à égarer les démons et que la maîtresse des lieux changeait de couche chaque nuit de peur d'être débusquée par l'au-delà. Le mythe prétendait que les charpentiers percevaient des murmures spectraux dans les couloirs déserts et apercevaient des silhouettes traverser les cloisons. Une part de réalité subsistait. Le clocher sonnait bel et bien. Le vacarme des marteaux n'avait effectivement jamais cessé, et la propriétaire voyageait très souvent d'une chambre à l'autre. Mais cette lecture relevait du pur conte horrifique. La moindre bizarrerie d'agencement fut érigée en preuve d'un mysticisme occulte, balayant les hypothèses bien plus terre-à-terre liées à son arthrite, à ses revirements d'idées ou à sa douce folie. La foule en redemandait. Dès les 12 premiers mois, des milliers de badauds se pressèrent aux portes du domaine. Des foyers entiers prenaient la route depuis San Francisco, tandis que les vacanciers sillonnant la Californie faisaient volontiers un détour pour s'y arrêter. Les gamins du voisinage se lançaient des défis pour franchir le seuil, tiraillés entre le frisson de croiser une apparition et la terreur panique d'en affronter une. Au fil du temps, les accompagnateurs peaufinèrent une mise en scène théâtrale. Ils pilotaient leur troupeau au sein du labyrinthe, pointant du doigt les marches condamnées, les seuils plongeant vers l'abîme et les fenêtres aveugles fixant d'autres vitrages. Dans le salon dédié au spiritisme, le ton de la voix chutait brutalement. C'est dans un souffle mystérieux qu'on relatait les témoignages d'inconnus ayant frissonné sous des courants d'air glaçants ou capté d'inexplicables bruits sourds. Ces fables recélaient-elles une once de vérité? Les visiteurs ont-ils réellement frôlé les forces de l'invisible? Certains le juraient, à l'image de cette promeneuse assurant qu'une main glacée s'était posée sur elle au détour d'un corridor désert. Un autre voyageur certifiait que des bruits de bottes l'avaient talonné sous la serre, tandis que des bambins évoquaient des visages grimaçants piégés dans les vitraux, qui s'évaporaient dès qu'on osait les scruter. Les esprits cartésiens possédaient une grille de lecture bien plus basique. Les vieilles charpentes gémissent naturellement, et les malfaçons engendrent des souffles frigorifiques. Quant aux vers colorés, ils tordent les rayons lumineux au point de créer des mirages anthropomorphes. La force de l'autosuggestion
fait le reste. Implanter l'idée du surnaturel dans le cerveau des foules, et leur psyché s'empressera de forger les preuves manquantes. Quoi qu'il en soit, la réalité pesait bien peu face à l'ivresse du frisson. Le public avait soif d'illusions. Il fallait que le manoir regorge de fantômes, car cette dimension astrale donnait une légitimité à l'effroi qui rongeait jadis la bâtisseuse. Cela validait la thèse du mauvais œil, transformant ce chantier interminable en une véritable épopée mystique, effaçant au passage la triste mélancolie d'une âme en peine. Ce sanctuaire se hissa au sommet des haltes touristiques les plus courues de toute la Californie, s'affichant en bonne place dans les almanachs de voyage. Les cartes postales, écoulées à prix d'or à la boutique, immortalisaient la façade noyée sous les brumes, flanquée d'une légende tapageuse, la demeure la plus effrayante d'Amérique. L'héritage moral de son architecte s'en trouva métamorphosé. De son vivant, elle incarnait la discrétion, l'incompréhension, suscitant par instants une vague compassion. Outre-tombe, elle accédait au statut de mythe. La veuve aliénée, celle qui croyait vaincre le destin à coups de marteau et qui perdit la bataille. Mais avait-elle véritablement échoué? La doyenne s'est éteinte à l'âge vénérable de 83 ans, survivant de loin à son époux et à la vaste majorité des gens de son époque. Elle a traversé les ravages de la tuberculose, les secousses telluriques de l'année 1906 et la grande pandémie de grippe espagnole sans flancher. Son ultime souffle, paisible, l'accueillit dans son sommeil, lové dans la couche qu'elle avait elle-même élue, au cœur de cette forteresse façonnée selon ses moindres désirs. Si la rumeur prédisait son trépas à l'instant où les outils se tairaient, elle avait depuis longtemps triomphé de ce sombre présage. Le ballet des ouvriers avait en réalité décéléré pendant des années avant de s'immobiliser totalement durant ses dernières semaines de vie, sans qu'aucun phénomène de l'au-delà ne vienne frapper à sa porte. Nul courroux spectral, ni jugement théâtral. Simplement, le poids des années et l'usure de la chair. Sauf que la monotonie de la vieillesse n'a jamais enrichi les billetteries. Les bonimenteurs ont donc perpétué leur sombre légende. La terreur et la démence sont restés les maîtres mots, reléguant aux oubliettes la douleur du deuil et la quête de sens. À travers leurs récits, la maîtresse des lieux demeurait éternellement la proie d'entités machiavéliques, effaçant le portrait d'une femme brisée ayant imaginé un exutoire hors norme pour survivre à l'insoutenable tragédie de sa vie. Les décennies se sont envolées. Le registre des propriétaires du domaine a raturé et réécrit ses lignes de nombreuses fois. Chaque nouveau propriétaire s'est approprié le récit fantomatique, y allant de ses propres enjolivements et repensant le parcours de visite, tout en sanctuarisant le mythe d'origine. L'endroit est maudit, et sa créatrice courait pour échapper aux esprits. C'est ainsi que dans les années 70 et 80, le manoir Winchester s'est érigé en monument incontournable de la culture paranormale. Les émissions dédiées aux traqueurs de fantômes en faisaient leur délice, tandis que les médiums juraient y capter des ondes d'une rare violence spirituelle. Impossible de feuilleter un recueil sur l'Amérique mystérieuse sans tomber sur un chapitre dédié à Sarah et à son domaine sans fin. Pendant ce temps, la vérité, si silencieuse, nuancée, profondément humaine, gisait sous d'épaisses couches de légendes montées de toutes pièces. Pourtant, l'horizon s'est mis à changer récemment. Les historiens ont braqué leurs projecteurs sur le parcours intime de la veuve, son altruisme, la bienveillance accordée à ses ouvriers, ou encore l'implacable pragmatisme caché derrière ses choix architecturaux prétendument diaboliques. Une toute nouvelle narration a commencé à poindre. Elle n'efface en rien l'étrangeté des lieux, mais en redéfinit l'essence. Oubliez la maison hantée. Voici un sanctuaire de deuil devenu, de la plus singulière des façons, une ode à la résilience. Chapitre 13. Ce que bâtissait véritablement l'héritière. Inventorier les biens de la défunte réclama 6 longues semaines. Pièce après pièce, Francis Marriott et son équipe durent répertorier le moindre objet. Mobilier, porcelaine délicate, garde-robe, matériaux de chantier. Toutefois, ce furent les registres comptables qui levèrent le voile avec bien plus de clarté que les murs eux-mêmes. Depuis 1886 jusqu'à son dernier souffle, la maîtresse des lieux employait en continu une moyenne de 22 artisans. Les fiches de paie révèlent des salaires largement supérieurs à la norme.
Là où un menuisier gagnait 2 $ par jour en ville, le domaine de San José lui en offrait 3. Les maîtres artisans, eux, amassaient encore davantage. Et ces livres de contes portaient aussi la trace d'une immense philanthropie. Dons confidentiels aux cliniques de San José, chèques envoyés aux orphelinats, ou caisses de secours allouées aux survivants de séismes et d'incendies. L'ampleur de ces versements donne le vertige. On parle de milliers de dollars annuels, ce qui équivaudrait aujourd'hui à des centaines de milliers de dollars. Les frais de santé parsèment les registres, et ils ne concernaient pas uniquement la propriétaire. On y trouve ainsi le règlement d'un médecin venu recoudre la main d'un charpentier. Plus loin, la prise en charge d'une lourde opération pour l'enfant d'un manœuvre. Les notes dévoilent même le versement ininterrompu des salaires durant les jours de convalescence. Mais c'est une ligne bien précise qui force le respect. Une rente mensuelle versée à un homme d'entretien dont le corps usé ne permettait plus de balayer les sols. La pension lui fut accordée pendant 3 ans, jusqu'à son trépas. Sarah l'avait maintenu sous contrat, sans jamais exiger le moindre effort en retour. Nul ne saurait voir là les carnets de bord d'une folle alliée. Il s'agit des archives d'une humaniste qui refusait de réduire la sueur des hommes à une simple ligne de dépenses jetables. Et d'ailleurs, l'architecture même de la bâtisse reflète cette même tendresse quand on s'y penche de plus près. Les marches minuscules n'avaient aucune vocation occulte. Elles n'étaient là que pour soulager une arthrite dévastatrice. Les dossiers cliniques sont sans appel. L'héritière souffrait de douleurs articulaires chroniques qui l'ont rongée des décennies durant. Gravir un escalier classique relevait de la torture, voire de l'impossible. Même cette surabondance de chambres à coucher trouve sa logique dans la maladie. Voyager d'une pièce à l'autre au fil de la nuit lui permettait de fuir un courant d'air, de soulager ses vertèbres, ou tout bonnement de rester au rez-de-chaussée lorsque ses jambes l'abandonnaient. Quant aux fameuses portes qui ne mènent nulle part, il s'agit pour la plupart d'ouvertures devenues obsolètes. Les plans évoluaient, de nouvelles annexes voyaient le jour. Ces anciens passages, devenus inutiles, restaient en l'état plutôt que d'être murés dans une demeure vivant au rythme d'un perpétuel chantier. Il n'y avait là aucune démence. Seulement un pragmatisme absolu. Et ces vitrages donnant sur d'autres fenêtres ? Une trouvaille brillante pour inonder de soleil des galeries intérieures qui auraient autrement croupi dans l'obscurité. Le labyrinthe s'étalait avec une telle démesure que de multiples corridors ne possédaient aucune façade extérieure. Les vitres internes palliaient ce cruel manque de clarté. Même le légendaire salon de spiritisme cachait des intentions d'une évidente rationalité. Sa profusion de sorties offrait autant d'échappatoires face aux flammes. Une angoisse tout à fait légitime à l'heure de l'éclairage au gaz et des ossatures en bois sec. Et ces 13 crochets servaient fort probablement à suspendre de l'outillage, des trousseaux de clés ou divers objets du foyer. Quant au complexe réseau de sonnettes, il évitait à la vieille dame de s'époumoner ou de s'épuiser à arpenter ces interminables couloirs pour quérir ses domestiques. Tout cela ne remet nullement en cause la foi de la veuve. Des documents confirment qu'elle fréquentait bel et bien les églises spirites. Sa correspondance exhale une conviction inébranlable en l'au-delà. Il est presque certain que des tables tournantes ont vibré entre ces murs. Toutefois, dans la décennie 1880 et la suivante, ce mysticisme n'avait rien d'une pratique en marge de la société. C'était l'ère du temps. Des millions de citoyens y participaient, tandis que l'élite scientifique se penchait sur les médiums. Jusque dans les plus hautes sphères de l'État, les présidents consultaient des oracles. La ferveur de la maîtresse de maison n'était en aucun cas le symptôme d'une défaillance mentale. Elle prouve tout bonnement que cette femme embrassait le grand mouvement religieux de son siècle. De plus, le chantier lui-même remplissait de multiples vocations. Avant tout, il offrait un gagne-pain inespéré durant des années frappées par le marasme économique. La décennie 1890 fut ravagée par des tempêtes financières. Les grues s'arrêtaient de tourner. Des foyers entiers sombraient dans la famine. Pendant ce temps, l'œuvre d'une vie poursuivait son ascension, garantissant un métier fixe et un salaire en or, là où le désespoir régnait en maître. Et pour son architecte, c'était un but, un empire à dessiner, à diriger et à voir s'élever. Dans son milieu bourgeois, les épouses ayant perdu leur mari n'avaient d'autre horizon que de s'effacer doucement dans la solitude de leur salon. Sarah, elle, a choisi de diriger d'une main de fer une entreprise colossale pendant près de 40 ans.
façonnant une légende impérissable. Peu importe finalement ses véritables moteurs. L'abîme du deuil, les ronces de la culpabilité, l'appel des esprits ou le simple goût de la démesure. Ce qui naquit de cette entreprise est un édifice qui a bravé le temps, trônant fièrement depuis plus de 100 ans. Un domaine qui, devenu un sanctuaire touristique, a nourri des milliers de foyers et attiré d'innombrables curieux. Certes, la fortune des carabines Winchester puise ses racines dans le sang. Cette macabre vérité est immuable. Toutefois, entre les mains de Sarah, ce trésor maudit s'est métamorphosé en œuvre de bienfaisance, en salaire salvateur et en une prouesse architecturale. Cet héritage funeste, elle l'a transmuté en artisanat et en gagne-pain. Est-ce là une forme d'expiation? Il appartient à chaque âme qui croise ce lieu d'en juger. L'histoire, elle, retient des faits plus prosaïques. Une veuve fortunée consacra 38 années de son existence à bâtir un sanctuaire dont elle seule saisissait la logique, au mépris de l'incompréhension générale. En patronne équitable et d'une immense générosité, elle a forgé un héritage de charpente et de pierre qui a survécu à son souffle de plus de 100 ans. Si ces murs tiennent encore debout aujourd'hui, ce n'est nullement la faute d'obscures malédictions ou de spectres, mais bien le fruit des choix judicieux d'une femme disposant de sa fortune et de son temps. Ses résolutions, aussi singulières et insondables fussent-elles, lui appartenaient pleinement. Par elle, son deuil et ses remords se sont incarnés en boiseries et en vitraux. Et en 160 pièces qui, aujourd'hui encore, tissent un labyrinthe d'émerveillement et de perplexité pour le promeneur de passage. Chapitre 14. La demeure immortelle. Le manoir Winchester aurait logiquement dû être rasé il y a des dizaines d'années. D'un point de vue purement rationnel, sa préservation relevait de l'absurde, tant le domaine était d'une immensité ruineuse à entretenir. Ses proportions extravagantes la rendaient invendable, tandis que la chauffer, la restaurer ou la mettre aux normes représentait un véritable gouffre financier. À la disparition de sa maîtresse, le bon sens dictait de jeter l'édifice à bas pour lotir et marchander le terrain. Pourtant, un grain de sable enraya cette implacable fatalité. Serait-ce l'effronterie même de ses façades? L'existence de ce colosse s'apparentait à un triomphe absolu de l'obstination humaine. À elle seule, dépourvue des croquis d'un maître d'œuvre, une femme avait érigé un palais capable de faire de l'ombre au château des magnats de l'industrie, qui pourtant s'offrait les services d'architectes illustres et de bataillons d'ouvriers. Ou peut-être le salut vint-il de son propre mythe. Dès les années 1920, la légende tissait déjà sa toile autour de la bâtisse. Les murmures de malédiction, les âmes errantes, ce chantier perpétuel. Cette fresque romanesque recelait un trésor inestimable. Non pas par sa portée scientifique, mais bien par son ancrage dans la culture populaire et la fascination qu'elle exerçait. Le manoir fut donc épargné, se métamorphosant silencieusement au fil des époques. Dans les années 1960, les clés changèrent de main. Sous l'égide de ces nouveaux gardiens, les visites prirent un souffle inédit. La lumière électrique chassa les ombres et les fondations chancelantes furent consolidées. Les meurtrissures infligées par le séisme de 1906 trouvèrent enfin guérison. Les portes autrefois condamnées par Sarah s'ouvrirent à nouveau, dévoilant aux foules des espaces endormis depuis 60 ans. Dès lors, le récit s'adoucit. La figure de la recluse aliénée s'effaça peu à peu au profit de l'énigme de bâtisseur. Les conteurs des lieux se mirent à vanter sa vivacité d'esprit, son flair pour les affaires et l'humanité dont elle faisait preuve envers ses employés. Bien sûr, les contes spectraux résonnaient toujours entre ces murs. Mais la réalité historique venait désormais jouer les contrepoids. Aux confins des années 1980 et 90, ce fut au tour des traqueurs d'esprit de franchir le seuil, lourdement armés de leur arsenal scientifique. Capteurs d'ondes électromagnétiques, objectifs à vision nocturne et microphones ultra-sensibles se déployèrent dans l'espoir de capturer le moindre chuchotement d'outre-tombe. S'enfonçant dans la pénombre des nuits, ils consignèrent des frissons glacés et d'étranges rumeurs, avant de clamer haut et fort que l'endroit grouillait de fantômes véritables. Face à eux, les maîtres charpentiers rappelèrent inlassablement que le vieux bois respire, se dilate et se rétracte, donnant naissance à une symphonie naturelle de craquements. Les physiciens, quant à eux, attribuèrent les brusques chutes de température aux caprices du vent,
s'engouffrant dans cette forteresse aux murs balayés par les courants d'air. Et les explorateurs de l'âme humaine de souligner la puissance de la suggestion, démontrant comment nos propres anticipations parviennent à sculpter ce que nous croyons entendre et ressentir. Ce dédale s'est ainsi mué en une véritable toile d'illusions, où chacun projette ses propres chimères. Les adeptes de l'occulte y décelaient les traces irréfutables de l'au-delà. Les esprits cartésiens y trouvaient des lois de la thermodynamique. Les historiens, les stigmates d'un chagrin infini, tandis que les architectes y lisaient la traduction spatiale d'une souffrance viscérale. Et tous, dans leur quête de vérité, possédaient probablement une étincelle de justesse. Puisant dans ce terreau, le grand écran enfanta en 2018 la pellicule Winchester, offrant à l'illustre Hélène Mirren les traits de la fondatrice. L'œuvre cinématographique plongeait sans aucune retenue dans l'effroi, saturant l'image de sursauts brutaux et d'ectoplasmes, pour ériger la protagoniste en chamane tourmentée en guerre ouverte contre les ténèbres. Piétinant allègrement la rigueur des faits, le scénario forgea de toutes pièces des figurants et des péripéties, travestissant la minutieuse et paisible routine de la veuve en un cauchemar grand public. Une hérésie que les gardiens de la mémoire n'ont pas manqué de fustiger amèrement. Néanmoins, l'épopée filmique a eu le mérite d'offrir le destin de Sarah en pâture aux jeunes générations. Des millions de regards, jusqu'alors ignorants de l'existence du domaine, ont soudainement gravé ce patronyme dans leur conscience. Un raz-de-marée s'empara des guichets du manoir. La bâtisse venait de revêtir une dimension à des années-lumière des dessins de sa créatrice. Elle s'était muée en protagoniste de sa propre fable. Un espace vibrant presque autant dans le royaume des songes que dans l'étreinte du réel. De nos jours, bien plus de 100 ans après le dernier souffle de son architecte, l'énigmatique demeure Winchester trône au panthéon des joyaux les plus convoités par les voyageurs foulant les terres de Californie. Des centaines de milliers d'âmes curieuses s'y engouffrent au fil des saisons. Ils glissent le long des corridors ombragés, gravissent des marches qui butent contre les plafonds, s'immobilisent dans l'antre des songes spirites et se laissent cueillir par l'émerveillement. Désormais, le pèlerinage offre 1001 visages. Les déambulations classiques tissent avec élégance l'histoire des matériaux et les chuchotements fantomatiques. Des itinéraires plus confidentiels invitent à plonger dans l'abîme des caves, à frôler la charpente des combles et à s'aventurer dans des repères jalousement soustraits aux regards habituels. Les expéditions en coulisses dénudent l'ossature secrète des lieux, exposant l'art des bâtisseurs, les travaux acharnés de préservation et la lutte de tous les instants pour maintenir debout ce colosse croulant sous le poids de ses 140 années. Enfin, pour les cœurs assoiffés de frissons purs, des pérégrinations à la lueur des lampes de poche déchirent les ténèbres nocturnes. On y erre dans d'insondables couloirs, guidés par un mince pinceau lumineux, l'ouïe tendue vers la moindre plainte du bois, le corps caressé par les vents fantômes. Dans une telle atmosphère, l'esprit s'abandonne aisément au murmure de l'au-delà. Les visites guidées vous plongent dans le quotidien de Sarah, l'univers de ses artisans et l'époque qui les a vus naître. Ces parcours effleurent le deuil, la ferveur spirite et ce lien si troublant qui unit l'opulence au remords. La boutique oscille entre érudition et folklore, proposant de savants ouvrages sur l'art victorien, côtoyant des attrapes fantômes de pacotille. D'innocentes poupées à l'effigie de la maîtresse des lieux y voisinent étrangement avec des copies d'armes à feu mortelles. C'est un creuset où mythes et vérités se confondent. Un domaine qui s'est toujours dérobé à la moindre étiquette. La demeure s'amuse encore à tromper les plus érudits. En 2016, une pièce emmurée depuis la mort de la propriétaire a soudain refait surface. Avalée par l'oubli, barricadée dans l'ombre d'une cloison, elle avait échappé à tous les regards pendant près de 100 ans. À l'intérieur, tapisserie victorienne, lavabo et cheminée défiaient l'usure du temps, preuve silencieuse que la bâtisse tait encore bien des mystères. Cette trouvaille prouve que les dédales conçus par Sarah échappent même à ceux qui y arpentent chaque jour. D'autres sanctuaires attendent peut-être dans l'obscurité, d'autres couloirs condamnés, d'autres ultimes décisions d'une âme tourmentée que personne n'a encore su déchiffrer. Le manoir s'entête à garder son voile. Il rejette la simplicité. Il refuse de s'éteindre. À l'image même de sa créatrice. Chapitre 15. Un héritage sculpté de bois et de verre.
L'édifice hante les pages de plus de 50 ouvrages consacrés au mystère de l'Amérique. Sous ses lambris, des dizaines d'enquêtes télévisées ont traqué l'invisible, tandis que les ondes numériques décortiquent inlassablement le mythe de la malédiction. Les vidéastes du net scrutent le moindre plan architectural, armés de caméras thermiques, dans l'espoir de capturer le frisson de l'au-delà. Érigée en monument de la culture populaire, la propriété est sans cesse réinventée par chaque nouvelle époque, modifiant son visage au gré de ceux qui la regardent. Durant les années 20 et 30, la presse figea Sarah sous les traits d'une folle alliée, insistant lourdement sur ses prétendues névroses. On la dépeignait comme une veuve consumée par le chagrin et les remords. Cette image trahissait surtout le regard sévère d'une société face aux femmes riches et indépendantes. Sans l'ombre d'un patriarche pour dicter leur conduite, elles étaient fatalement condamnées à la démence. À l'aube des années 60 et 70, le jugement s'est adouci. La démente a cédé la place à une héroïne brisée par la fatalité. Les regards se sont tournés vers ses deuils. L'enfant disparu, l'époux ravi trop tôt, et ce fardeau sanglant d'une fortune bâtie sur la poudre à canon. La folie restait le fil rouge, mais on y ajoutait enfin de la compassion. Puis, les années 80 ont vu déferler la vague de l'occultisme. Du jour au lendemain, on l'a sacrée médium, porte-voix des âmes errantes. La bâtisse a cessé d'être l'asile d'une malade pour s'ériger en temple des manifestations spectrales. Pour les adeptes, ces charpentes tordues devenaient la preuve tangible que l'invisible dictait les plans de la bâtisse. Au fil des dernières décennies, le vent de l'histoire a encore tourné. Chercheurs et figures du féminisme ont scruté la trajectoire de Sarah avec un œil neuf. Ils ont mis en lumière une gestionnaire hors pair, une chef de chantier dirigeant d'une main de fer son empire financier durant près de 4 décennies. Les registres de paix et la correspondance révèlent une rigueur mathématique, très loin de l'anarchie qu'on prêterait volontiers à une vieille recluse égarée. Si ces relectures modernes n'effacent ni son cœur brisé ni sa ferveur occulte, elles lui rendent enfin sa souveraineté. Ces décisions étaient certes singulières, mais mûrement réfléchies. Ces murs ne sont pas le fruit d'un délire architectural hasardeux. Il s'agissait d'une œuvre titanesque, orchestrée sur un temps long, avec une maîtrise budgétaire exemplaire. Même la légendaire malédiction vacille sous le poids des archives. Aucun texte d'époque ne rapporte que la maîtresse des lieux ait un jour craint le mauvais œil. La fable de la voyante, de Boston, n'a jailli dans la presse qu'au cours des années 20, une fois la veuve éteinte et incapable de rétablir la vérité. Peut-être est-ce fondé. Ou peut-être n'est-ce qu'une trame théâtralisée pour vendre des frissons aux premiers visiteurs du domaine. Seuls les faits bruts et la froideur des chiffres résistent au doute. Sarah hérita d'environ 20 millions de dollars en 1881. Soit près d'un demi-milliard de notre époque, avant de s'exiler vers la Californie. Pendant 38 ans, les marteaux n'ont cessé de résonner. Elle payait grassement ses ouvriers et abreuvait les œuvres de charité. Elle s'est éteinte à 83 ans dans la douceur du sommeil. Et son œuvre est bien réelle. 160 pièces, une quarantaine d'escaliers et des aberrations structurelles qui défient encore l'entendement. Le salon des esprits existe bel et bien. L'interminable chantier fut une incontestable réalité. Plans, factures et clichés anciens attestent de l'ampleur titanesque de la tâche. Mais le sens de ce puzzle grandiose reste insaisissable. Démence, mysticisme, chagrin ou pure excentricité? Le mystère de Sarah demeure entier, sans doute teinté de ces 4 nuances. Quiconque foule ces couloirs en ressort avec sa propre vérité. Là où certains y lisent une évidente folie, d'autres saluent un sublime exutoire face à la douleur. Les uns jurent que ces murs respirent le surnaturel, tandis que les autres n'y voient que de banals courants d'air, de la dilatation thermique et les caprices de notre cerveau. Cette bâtisse est un miroir envoûtant. Elle ne renvoie aux curieux que le reflet de leur propre conviction. C'est précisément cette aura de doute qui forge l'âme du domaine. Il se moque des réponses faciles et des certitudes figées. Elle refuse de se laisser enfermer dans des cases. Plus de 140 ans plus tard, elle demeure une véritable énigme au cœur d'une époque qui ne tolère plus les mystères. La maîtresse des lieux n'a laissé ni mémoire, ni confessions intimes.
Jamais elle ne s'est prêtée au jeu des longues entrevues pour justifier ses choix. Aucun testament spirituel n'est venu éclairer la complexité de sa pensée ou la profondeur de ses desseins. Ce manoir constitue son unique héritage. Or, la pierre et le bois, contrairement à l'encre sur le papier, se passent de notes de bas de page. Cette œuvre se prête ainsi à 1001 interprétations. De nos jours, l'édifice dresse sa silhouette en plein cœur de San José. Jadis reine d'un océan de vergers, la bâtisse se retrouve aujourd'hui encerclée par l'asphalte et les temples de la technologie. L'isolement s'est évanoui, le silence a déserté les lieux. Pourtant, le domaine demeure, tentaculaire, biscornu, s'obstinant farouchement à ne jamais se résumer à un récit unique. Chaque année, des centaines de milliers d'âmes viennent arpenter ces couloirs. Ces visiteurs gravissent des marches menant au néant, frissonnent dans le salon de spiritisme et scrutent des vitraux qui, au lieu d'embrasser l'horizon, ne fixent que des murs intérieurs. Chacun repart alors avec sa propre vérité. Qui était réellement cette femme? Quelle œuvre poursuivait-elle? Et quelle force l'empêchait de poser ses outils? Chapitre 16. L'ultime déambulation. Pénétrer dans le domaine Winchester à notre époque relève d'une chorégraphie millimétrée. Les badauds cheminent le long de balisages stricts. Des cordons de velours protègent les vestiges fragiles, tandis que des écriteaux tentent de rationaliser cette architecture folle. L'immersion est aseptisée, sécurisée à l'extrême, pensée pour faire circuler une marée humaine, tout en préservant la chair de la demeure. Mais fermez les yeux. Transportez-vous en 1920, alors que le cœur de Sarah battait encore. En ce temps-là, le manoir était un organisme vivant. Votre point de passage dépendait du caprice mensuel de sa maîtresse. Le seuil d'accueil mutait au gré des saisons. Un majordome vous recevait pour vous guider dans des corridors aux angles brusques, effleurant des portes grandes ouvertes, sur un balai de charpentier en plein effort. Les senteurs n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. L'atmosphère embaumait la sueur fraîche, l'huile de lin, le plâtre encore humide et la résine séchant sur le bois nu. L'endroit fusionnait l'intimité d'un foyer et le tumulte d'un chantier perpétuel, dans un brouillard constant de poussière suspendue. Les murmures se mêlaient au fracas des masses, ricochant contre des cloisons éventrées. Vous croisiez des artisans qui daignaient à peine lever les yeux. Les intrus n'étaient pas une nouveauté pour eux. La consigne était stricte. Le silence absolu face aux curieux. Ils s'acharnaient sur leur ouvrage, obéissant à des schémas qui risquaient l'obsolescence dès l'aube suivante. Puis votre guide vous escortait jusqu'au jardin d'hiver ou dans un boudoir. Là, vous patientiez, cerné par une végétation luxuriante et des boiseries massives. Il arrivait que la veuve se montre. Une frêle silhouette drapée de deuil, courtoise mais insaisissable, s'exprimant d'une voix cristalline avec une gestuelle d'une rigueur absolue. Souvent, l'attente restait vaine. L'employé reparaissait pour formuler des regrets. Madame était souffrante. Il ne vous restait qu'à déposer votre carte de visite. Dans l'éventualité d'une véritable entrevue, l'échange brillait par sa courtoisie glaciale et sa fulgurance. On raconte qu'elle murmurait plus qu'elle ne parlait, pesait chaque syllabe et congédiait ses hôtes à la première once de fatigue. Un épuisement d'ailleurs très fréquent. Elle ne tenait pas un cercle mondain. Elle tolérait tout au plus d'être dérangée. Au moment du départ, votre issue n'était jamais celle par laquelle vous aviez pénétré. L'itinéraire vous précipitait à travers des pièces inconnues, le long d'une galerie inédite ou au creux de quelques marches que vous auriez juré ne jamais avoir croisées à l'allée. Le chemin de la fuite ne faisait presque jamais écho à celui de l'arrivée. Était-ce une manœuvre délibérée pour perdre ses invités, comme elle cherchait à semer les spectres, ou le simple dommage collatéral d'une architecture devenue folle? Nul ne l'a jamais su. Cette incarnation du manoir a disparu à jamais. Le spectre de sa fondatrice s'est évaporé. Le vacarme des bâtisseurs s'est tu. L'illusion d'une créature de briques en perpétuelle mutation s'est dissipée. Ne survit qu'une carcasse vide, un chef-d'œuvre privé de son maître d'œuvre. Désormais, ce sont les guides qui comblent ce vide, tentant de donner du sens au chaos. Ces marches qui s'écrasent brusquement contre un plafond après cette escalade? Ils vous raconteront qu'elles sont le fruit de murmures d'outre-tombe captés lors d'une nuit de transe. À moins que, plus prosaïquement, des plans remaniés ne l'aient rendu caduque,
ou que ce ne fut qu'une simple ébauche pour éprouver la solidité d'une idée. C'est à vous de piocher le mythe qui vous séduit le plus. Quant à cette porte suspendue au-dessus d'un précipice de 15 pieds, ses origines sont tout aussi nébuleuses. Un piège redoutable pour les âmes errantes? Les vestiges d'un balcon fantôme? Ou simplement une vulgaire bévue, abandonnée là par souci d'économie de temps et d'argent? Les murs de la bâtisse refusent de cracher le morceau. Et c'est précisément ce silence obstiné qui rend ce lieu immortel. Ce ne sont pas seulement les légendes macabres, même si ces dernières font merveille à la billetterie, ni même les incongruités de sa charpente. De par le monde, bien des édifices cachent des difformités. Non, ce qui fascine, c'est ce doute omniprésent, l'intuition fugace que la riche héritière détenait un secret qui nous échappe encore. L'intime conviction qu'une rationalité implacable dictait ce chaos, qu'une intention sacrée guidait chaque clou, qu'une vérité se terrait au fond du labyrinthe. Seulement voilà, elle n'a rien consigné, jamais rien justifié, emportant à tout jamais la clé du mystère avec elle. Ce sanctuaire s'est érigé en monument dédié aux interrogations sans réponse. Un mausolée pour un chagrin indicible. Le témoignage figé d'actes qui paraissaient limpides à ses yeux, mais qui, aujourd'hui encore, défient la raison du reste du monde. Les curieux s'y bousculent en espérant percer le mystère, déchiffrer les codes, isoler la formule magique qui justifierait 38 années de chantier frénétique. C'est peine perdue. La veuve n'a jamais façonné cette prison de bois pour qu'on en déchiffre les rouages. Si elle superposait les briques, c'était par pur instinct de survie, parce que marteler l'instant présent était sa seule façon de ne pas sombrer. Le secret de ses motivations l'a accompagnée dans la tombe. Ce qu'elle nous a légué, c'est cette demeure, un labyrinthe difforme, insaisissable, qui se refuse à toute explication. Cette énigme de bois et de vitraux a déjà survécu plus d'un siècle à sa créatrice, et nous survivra très certainement. À vous qui m'écoutez, comme à moi. Aujourd'hui encore, elle égare les curieux, nourrit les fantasmes les plus fous et s'obstine dans sa fascinante complexité, à l'image de celle qui l'a imaginée. Chapitre 17. Épilogue. La bâtisse au crépuscule. Sur les coups de minuit, les ténèbres engloutissent le manoir Winchester. Les ultimes visiteurs s'évaporent dans la nuit. Le personnel condamne les accès, enclenche les systèmes de sécurité et déserte les lieux. Laissée à son propre silence, la résidence n'est plus qu'une ombre découpée par la lueur ambrée des réverbères de San José, bercée par le bourdonnement lointain de l'autoroute. C'est à cet instant précis que l'atmosphère renoue avec l'époque de la veuve. Dans les couloirs déserts, le mutisme n'est rompu que par le gémissement des boiseries et le lent tassement de la vieille pierre. Envolés, les guides bavards et les rires des touristes. Ne reste que le chant intime du bâtiment, né du refroidissement de l'air et de la rétractation de sa carcasse. Désormais, ce sont les caméras qui veillent sur les pièces, tandis que des détecteurs scrutent le moindre frisson dans les artères principales. Mais la froideur de la technologie se heurte à l'âme antique des lieux. Bien souvent, les alarmes s'emballent sans raison apparente. Les objectifs capturent des silhouettes évanescentes. Simple jeu d'ombre, nuages de poussière ou courant d'air balayant l'objectif? Nul ne le sait. Les employés ne manquent pas de récits troublants. Un veilleur de nuit jurant avoir entendu des pas à l'étage alors que tout était scellé. Un ouvrier découvrant une fenêtre grande ouverte, pourtant soigneusement verrouillée la veille. Des incidents mineurs, certes. Il est si commode d'incriminer une quincaillerie fatiguée, du parquet qui travaille ou simplement une mémoire défaillante. Cependant, ces anecdotes s'accumulent et font étrangement écho aux rumeurs que chuchotaient déjà les artisans dans les années 1890. Des bruits de bottes dans les galeries vides, des battants qui refusent obstinément de rester clos. Cette sensation oppressante d'une présence furtive, glissant d'une chambre à l'autre juste avant votre passage. Ce n'est pas ce soir que nous percerons le mystère des fantômes de cette demeure. Les preuves nous glissent entre les doigts. Elles l'ont d'ailleurs toujours fait, et ce sera sans doute toujours le cas. La véritable question est de comprendre ce besoin viscéral de croire à cette hantise. Car si les esprits rôdent, l'angoisse qui rongeait la maîtresse des lieux prend alors tout son sens. Cette frénésie de construction avait un but précis.
La malédiction n'était pas un mythe. Et elle a sacrifié 38 ans de sa vie à la combattre avec les seules armes dont elle disposait. À l'inverse, s'il n'y a ni spectre ni démon, s'il ne s'agit que de menuiserie et du déclin naturel de la matière, cela signifie qu'elle a englouti près de 4 décennies à fuir des chimères tapies au plus profond de son propre esprit. Cette hypothèse est infiniment plus tragique, presque insoutenable. Le paranormal, qu'il soit avéré ou fabulé, offre un cadre rassurant à ce drame. Il métamorphose une descente aux enfers causée par le deuil en un simple conte macabre. Et les histoires d'épouvante sont bien plus aisées à raconter. Mais lorsque l'on se tient seul dans ce mausolée à la nuit tombée, la frontière entre folie et surnaturel s'évapore. Pendant des décennies, cette femme isolée a arpenté ces mêmes corridors à la lueur d'une bougie, prenant des directions absurdes pour le commun des mortels, traduisant ses griffonnages en une forteresse qui lui a survécu, à elle comme à tous ses contemporains. L'édifice n'a rien perdu de sa bizarrerie, conservant jalousement ses zones d'ombre et attirant inlassablement des centaines de milliers de pèlerins chaque année, avides de fouler ce même plancher. Ils viennent scruter son œuvre vertigineuse, avec l'espoir secret de déchiffrer les pensées de son architecte tourmenté. Certains traquent le frisson, d'autres admirent les prouesses techniques ou l'empreinte du passé. D'autres, enfin, s'y rendent par pure curiosité pour ces fameux escaliers qui débouchent sur le néant. Pourtant, la quasi-totalité d'entre eux repart avec ce même vertige. Quelle était la véritable finalité de son œuvre? Quelles étaient ses convictions intimes? Quelle flamme a pu l'animer pendant 38 années sur un chantier pharaonique dont la logique semblait lui être exclusivement réservée? Le manoir garde le silence. Il se dresse là, imperturbable. Des portes béantes sur le vide. Des marches butant contre les plafonds. Des fenêtres épiant le reflet d'autres fenêtres. Un dédale d'ébénisterie et de verre qui dédaigne toute justification. Voilà plus de 100 ans que cette femme singulière a rendu son dernier souffle. Pourtant, le monument qu'elle nous a laissé continue de semer le trouble, de déconcerter les esprits et de nous rappeler que certaines tragédies ne connaîtront jamais de conclusion nette. Ainsi s'achève le récit funeste de la propriété la plus hantée d'Amérique, la maison Winchester. Si cette immersion au cœur de l'une des aberrations architecturales les plus fascinantes de l'histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et à partager ce voyage avec les passionnés d'énigmes du passé. Dites-moi également dans la zone des commentaires, quel lieu chargé d'obscures légendes souhaiteriez-vous que nous explorions la prochaine fois? Chapitre 18. L'héritage. Le mystérieux manoir Winchester a été élevé au rang de monument historique de Californie sous le matricule 868, une reconnaissance accordée en 1974. Sur la plaque de bronze ornant l'entrée, on peut y lire « Érigé par Sarah L. Winchester, héritière de l'empire armurier du même nom, de 1884 à 1922 ». La tradition orale murmure que les travaux se sont poursuivis sans la moindre trêve, pendant 38 années, dans l'unique dessein d'apaiser les âmes errantes. Même la gravure officielle reste évasive. Elle s'en remet à la tradition orale, refusant d'affirmer ce qui habitait réellement l'esprit de cette héritière ou la véritable fonction de ce chantier perpétuel. Le mystère est gravé à même la pierre. Aujourd'hui, les murs de la résidence demeurent un éternel chantier de rénovation. Le bois rongé par les années a été méticuleusement remplacé, l'ossature de la bâtisse consolidée et des renforts parasismiques intégrés pour défier les colères de la terre californienne moderne. Même les teintes d'antan furent ressuscitées grâce à une fine analyse des pigments originels. Car en ces lieux, le marteau ne s'est jamais véritablement tu. Simplement, la fièvre de la bâtisseuse a cédé sa place au devoir de mémoire et de sauvegarde. Aujourd'hui, une 50aine d'âmes s'y affairent quotidiennement. C'est un ballet continu d'historiens passionnés, de guides conteurs, de gardiens du temple et de marchands de souvenirs. Plus de 100 ans après le dernier souffle de son architecte, ce dédale de bois continue de nourrir les familles de ceux qui veillent sur lui. La rumeur évoque des revenus annuels franchissant le cap des 10 millions de dollars. Une manne financière jaillit de la curiosité du grand public, sans cesse regonflée par l'exclusivité des visites privées,
les soirées d'entreprise et les frissons nocturnes des chasses aux esprits. Mythe savamment entretenu ou tragédie bien réelle, le sombre récit de la malédiction demeure, aujourd'hui encore, le véritable pilier économique du domaine. Les écoliers de la région y affluent en pèlerinage pédagogique, tandis que les futurs maîtres bâtisseurs en décortiquent les fascinantes anomalies structurelles. Les esprits férus de psychologie s'interrogent quant à eux sur les méandres de l'âme tourmentée de la veuve. Finalement, les leçons murmurées par la bâtisse varient au seul gré de celui qui tend l'oreille. Pourtant, la dépouille de la maîtresse des lieux repose bien loin de son royaume chimérique, dans le sol du Connecticut, à New Haven. Elle y a trouvé la paix aux côtés de son époux, William, et de leur petite Annie. La trinité familiale est enfin réunie dans l'éternité, à près de 5000 kilomètres du manoir qui dévora son existence. Sa stèle funéraire frappe par son humilité. Nulle évocation d'une demeure infinie, nul écho à l'empire des armes meurtrières. Le marbre froid ne retient que quelques prénoms et l'éphémère des dates. Sarah Lockwood Winchester, 1839 à 1922. Mais c'est sous le ciel de San José que l'édifice révèle le véritable épilogue. Ce chapitre indicible qui ne saurait tenir sur un banal fragment de pierre. 38 années d'un chantier ininterrompu. 160 pièces. Une toile vertigineuse de mystère que nul n'a encore su entièrement démêler. Plus qu'une lointaine sépulture, le labyrinthe californien s'élève comme le véritable mausolée de sa créatrice. Une œuvre tentaculaire, profondément insaisissable, qui repousse avec insolence toute tentative de rationalisation. Un chef-d'œuvre de chaos, fidèlement figé dans l'instant même où elle a choisi de l'abandonner.